toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast First Print, votre podcast comics préféré qui vient de se lancer. On est avec Corentin toujours. Salut Arnaud. Et je suis Arnaud Kikou. Et nous vous proposons aujourd'hui le premier numéro du format Back Issues. Qu'est-ce que c'est que Back Issues ? C'est le podcast de chronique de comics où on va vous parler des bandes dessinées qui sont sorties plus ou moins récemment. Donc là c'est un premier numéro pour vous faire part des sorties du mois de septembre 2020. Et on commence doucement avec un podcast qui sera essentiellement consacré à des sorties VF. Nous savons que même si pas mal de gens parmi vous lisent de la VO, la VF c'est quand même le support privilégié du lectorat des comics en France. Et vu qu'on va être honnête avec vous, on a pris un petit peu de retard sur la VO ce dernier mois au suite de certains événements plus ou moins personnels. Donc on s'est dit on fait un premier numéro pour quand même mettre en avant des sorties VF qui nous ont plu ces dernières semaines. Et vous allez voir qu'au fil des numéros, on reviendra ensuite avec des formats où on alternera de la VF avec de la VO, histoire de vous faire un petit peu un tour des comics qui nous plaisent. N'est-ce pas, Corentin ? Oui. Et nous allons donc commencer tout de suite à vous parler d'un titre qui nous plaît particulièrement et sur lequel on aura l'occasion de revenir plus tard dans l'année. Si vous avez écouté le First Print 0, vous savez à quel sujet on y reviendra. C'est un album qui s'appelle Prez. Alors Prez, c'est une mini-série à la base de 6 numéros plus un appendice qui était sorti plus tard chez DC Comics. Ça a mis quelques années à venir chez Urban Comics. En dépit du forcing répété de Arnaud Kikou. Exactement, depuis maintenant 4 ans. C'est un titre écrit par Mark Russell et dessiné par Ben Caldwell. Corentin, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux me présenter un petit peu Prez ? Est-ce que tu peux me présenter Prez ? C'est déjà on est vraiment podcast humour. J'ai envie de dire, on est presque des poètes dans la présentation. Dans la présentation, allez, on va s'arrêter là. Prez, c'est le diminutif non pas de présentation, mais de président, puisque c'est un titre qui s'intéresse à une présidente des États-Unis un petit peu hors du commun. Tout à fait. Alors le concept de Prez n'est pas nouveau en fait. Non. Et quelque part d'ailleurs la série évoque un petit peu ce qu'avait fait DC Comics à une époque, parce que bon, c'est donc une série DC Comics. À l'époque notamment de Vertigo, où ils avaient repris un peu des personnages qui étaient poussiéreux, qui n'étaient plus utilisés, pour en faire un petit peu donc les Animal Man, Doom Patrol qu'on connaît en fait. Alors parfois plus politiques, parfois plus psychédéliques. Et en l'occurrence, on est un peu à mi-chemin des deux. C'est-à-dire que c'est une satire politique qui décrit un futur d'anticipation totalement absurde, mais inspiré de faits réels, on va dire, dans lequel, pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes, parce que c'est vrai qu'il y a un problème d'abstention aux États-Unis, comme en France, comme dans toutes les démocraties d'Occident, on passe par les réseaux sociaux. Et entre guillemets par accident, une jeune fille qui a fait le buzz en se prenant les cheveux dans une friteuse devient l'une des candidates potentielles à la présidence, et coup du sort, elle va être élue. Alors ce qui va du coup poser un problème à ce futur d'anticipation qui est très gris, très noir, dans lequel les corporations ont tout pouvoir, et où on va dire le monde est vraiment une parodie assez éloquente de ce qui déconne maintenant. Ce qui est incroyable, c'est que c'est de l'anticipation dans lequel des très grandes entreprises ont un peu le contrôle sur les États, ce qui n'est pas tant de l'anticipation que ça, j'ai envie de dire. Exactement, et effectivement, comme elle est déjà une jeune femme... Donc Bethany Ross, Beth Ross, tout à fait, est une jeune femme, elle va avoir un regard un peu plus simple, plus neuf que justement les fameux politiciens corrompus, le fameux cliché du politicien corrompu. Elle va essayer de remettre un peu d'ordre, ou plutôt d'amener les États-Unis dans le bon sens, de remettre les États-Unis dans le droit chemin. Donc ça dure 6 numéros comme tu disais, il y a énormément de choses à couvrir, à traiter. C'est donc une série tu l'as dit, Mark Russell, on en a déjà parlé je crois de Mark Russell, qui est au départ un auteur satiriste avant de faire de la BD, qui avait écrit des bouquins qui parlent justement de la Bible notamment. Ça, il avait fait en fait un diptyque. Le premier c'était God is disappointed with you, et le deuxième c'était Apocrypha Now. Le premier c'était vraiment en fait une sorte de relecture de certains passages de la Bible de façon, on va le redire, mais satirique, pour essayer un petit peu de mettre en exergue en fait la façon dont certains écrits peuvent être
peuvent être mal interprétés. Et le deuxième, c'est Apocryphano, c'était plus vraiment un discours plus généraliste sur les religions et ce qu'il y a de bien aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui veut ça, simplement tacler les choses, mais il est toujours dans une certaine démarche de dire bon, voilà, il y a certaines choses là qui déconnent, mais par contre, la religion, ça pourrait être vraiment intéressant si en fait, ça n'avait pas été un petit peu, on va dire, détourné, si l'utilisation de certains écrits n'avait pas été complètement détournée par l'homme de façon assez. C'est pas quelqu'un qui est anti-religieux fondamentalement, mais voilà, il a envie de montrer Même il y a une qu'est-ce qui place, déconne. il y a une place dans pas pour la foi justement dans Presse notamment avec un certain robot, on va pas trop en dire. Mais ce qui est fascinant, moi je trouve, enfin en tout cas c'est mon avis, c'est la façon dont Mark Russell va réussir à isoler des vrais temps forts du présent, qui est maintenant le passé aujourd'hui, puisque la série date de 2015. Qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que, bon, non pas pour dire que le monde n'a pas forcément évolué dans le bon sens, mais il y a même des choses comme par exemple une pandémie mondiale et la course au vaccin, la façon dont justement les centres pharmaceutiques vont faire payer les gouvernements pour le vaccin et l'économie qui va avec, justement, qui est assez glaçante à lire aujourd'hui. Mais il y a tout un tas de choses. Les algorithmes, l'algorithme d'écriture notamment, c'est un monde dans lequel un seul écrivain, en utilisant entre guillemets des algorithmes qui sont en fait des salariés qui sont là pour corriger ce que les algorithmes écrivent parce qu'ils y arrivent aussi à n'importe quoi. Ça évoque aussi le présent, par exemple avec le manga de Tezuka qui a été réalisé par un ordinateur récemment. Il y a tout système des micro-paiements. Alors, c'est dans un hôpital où il y a des publicités qui passent. Et si vous voulez que dans l'hôpital il n'y ait plus de publicité, il faut payer. Vous avez aussi l'apparition de la 3D, l'holographie, etc. Donc là, c'est là qu'intervient le côté science-fiction. Et vous avez un véritable conseil de milliardaires qui dirigent le monde en secret, qui n'ont pas de visage, puisque leur visage est juste le logo de leur entreprise, ce qui évite du coup de donner un nom par exemple à Amazon au hasard, parce qu'il y a Mr. Smiley dans la BD, et c'est Jeff Bezos. Très clairement, c'est Jeff Bezos. D'ailleurs, le logo d'Amazon est un sourire, enfin c'est une flèche en forme de sourire. Des analyses assez puissantes et même franchement... Après, ce qui est rigolo, c'est que Mr. Smiley avait déjà été utilisé dans la première mini-série Prez, qui date donc des années 70, et qui déjà à l'époque était un constat aussi des problèmes sociétaux que connaissaient les États-Unis, où voilà, il y a plus de 30 ans, il y avait déjà ce concept d'avoir un président adolescent. Donc à l'époque, c'était plus parce qu'en fait, la majorité de l'âge légal pour voter avait été abaissé à 18 ans. 18 ans. Et à l'époque, les auteurs s'étaient imaginé donc qu'est-ce qui pourrait arriver si on avait un président adolescent, et Mark Russell reprend le concept pour l'adapter à l'époque, donc en 2015, sauf que comme tu le dis, à la lecture on se rend compte que, alors certes 5 ans c'est pas non plus énorme, mais qu'il y a des choses qui sont terriblement presque on pourrait même dire que Russell était un peu visionnaire de ce qui allait se passer. Oui, tout à fait. Avec la présidence de Trump. C'est bien entendu quelque chose qui est vraiment marquant à relire. Tu parlais aussi du fait qu'il y a une pandémie qui occupe une place centrale, mais en même temps, on parle aussi de la politique étrangère des États-Unis, où du coup, les soldats en fait utilisent des robots à distance, sauf qu'en fait, c'est même pas des soldats, c'est juste des gamers qui voient ça comme un jeu vidéo. Il y a une forme de cynisme et de moquerie avec un humour assez noir, notamment dans l'utilisation des débats télévisuels ou des jeux télévisés qui ont lieu à cette époque, puisque par exemple on a un jeu télévisé où le but final pour gagner le prix, c'est de se tirer une balle quelque part dans le corps. Et par exemple, le prix d'un des participants, c'est de faire venir sa famille immigrée aux États-Unis. Et vraiment, ça peut aller jusqu'au fait que si c'est tiré une balle dans le genou, mais une seconde trop tard, tant pis, hein, t'as quand même perdu. Et voilà, il y a plein de petites idées plus ou moins rigolotes, plus ou moins glaçantes. Corentin, oui. Mais je trouve qu'en fait, parce que t'as écrit du coup une critique de presse sur ton médium notamment, et moi, ça m'a du coup incité à le relire aussi pour préparer le podcast, parce que je l'avais lu à l'époque, évidemment. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir. On parle des fois de d'œuvres visionnaires, comme par exemple le Robocop de Verhoeven, qui avait un peu prévu la chute de Détroit, etc. Là, on voit vraiment, il y a des trucs qui sont presque troublant. Par exemple, le fait que Beth Ross, quand elle devient présidente, veut retirer les sentries, donc les drones dont tu parles, les drones militaires, du Moyen-Orient. Alors tu te dis bonne chose, les États-Unis du coup retirent leurs troupes du Moyen-Orient, mais ça pose des problèmes pour le Pakistan par exemple, qui du coup a besoin de cette protection-là pour se protéger des djihadistes, se protéger des invasions étrangères, etc. L'année dernière, Donald Trump a retiré les troupes américaines qui étaient au nord de la Syrie, qui protégeaient les Kurdes, et après la Turquie a envahi et massacré les Kurdes comme chacun sait. Et justement, ça avait posé d'énormes débats à l'époque, mais même ça, justement, c'est un truc... Enfin, tu te dis, est-ce qu'il l'a lu dans le mar de café ? Enfin, c'est vraiment... Il y a un talent chez Mark Russell pour voir l'actualité et anticiper ce qui va demain
Donc maintenant, aujourd'hui, quelque part, devenir de vrais problèmes du présent. Je pense aussi par exemple aux excuses que Betros fait au reste du monde. Alors d'ailleurs assez Oui. génial parce que du coup, bon, les excuses présidentielles, c'est un truc qui n'est pas nouveau. Voilà, l'Allemagne s'est excusée pour le génocide, etc. Là, en l'occurrence, elle fait un tour du monde pour s'excuser auprès des Japonais pour Hiroshima, à l'Irak, qui d'ailleurs les envoie un peu chier, ou à tous les pays, grosso modo, sur lesquels les États-Unis. Qui ont subi Voilà. l'interventionnisme américain. Et ça évoque aussi, par exemple, le fait que Obama ne voulait pas s'excuser pour Hiroshima. Tu vois, parce que lui, il considérait que c'était un truc qui devait être fait à l'époque, que les Japonais étaient un mauvais camp aussi, donc, etc., etc. Et ça, justement, c'est vraiment un truc. Quelque part, je pense que Mark Russell, c'est un démocrate, ou même pas forcément un démocrate, mais c'est un mec de gauche, en tout cas, ou un mec qui a des idéaux. Et je pense qu'il prévoit un petit peu justement ce qui va pas être fait et ce qui devrait être fait maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment l'allégorie de l'intellectuel qui observe les problèmes du monde et qui essaie de trouver des solutions en fiction. Alors, on voit que ça marche pas forcément parce que, par exemple, on parlait des milliardaires, ils ne perdent pas à la fin, par exemple. Non, oui, bien sûr. Alors, il y a surtout un point de détail qui est vachement important quand on parle de Prez, qui est un peu le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui que nous on trouve hyper bien, mais aussi qui en fait n'a pas connu de fin. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand DC Comics le publie, c'était censé être 12 numéros découpés en 2 mini-séries. La première mini-série, en fait, elle fait un peu état des problèmes, vraiment, c'est-à-dire que Beth Ross est élue, et elle va faire le constat de, bon voilà, qu'est-ce qui déconne vraiment avec le modèle américain à l'heure actuelle. Et la deuxième mini-série devait aborder la façon de corriger ces problèmes, en tout cas d'avoir une proposition. Le souci, c'est qu'on ne l'aura pas, puisque DC avec Comics... une solution miracle qui reste énigmatique en fin de volume. Ouais. Et le souci, c'est que voilà, Mark Russell n'a pas eu l'occasion d'écrire cette mini-série, donc la seule chose qu'il a pu faire, c'est transposer certaines de ses idées avec un petit appendice qui avait été publié à l'époque, justement au moment des élections de 2016, dans un Catwoman Election Special. Donc il y avait juste une courte histoire de presse où il abordait entre autres le contrôle des armes, mais aussi en fait tout ce qui est législation sur la contraception féminine. Donc là aussi des thématiques qui restent encore très actuelles de toute façon. Et alors, on avait pu discuter par message, il avait dit qu'il voulait aussi aborder de tout ce qui est phénomène d'incarcération de masse et de la criminalité aux États-Unis et un petit peu l'échec que constitue le système pénitentiaire. C'est quelque chose qu'il n'a pas abordé là-dedans, mais qu'il va de façon détournée remettre dans un autre titre DC Comics qui est d'ailleurs aussi sorti en cette fin de mois et dont on vous reparlera soit en podcast soit à l'écrit, qui s'appelle Wonder Twins. Et en fait, le deuxième numéro, si je me rappelle bien de cette série, en fait, on voit donc les Wonder Twins qui sont en train de voir ce que fait la Justice League par rapport aux criminels, et ils font vraiment genre oui, mais vous les mettez en prison, mais après ils ressortent, donc ça sert à rien ce que vous faites. L'idée, c'est pas d'enfermer tout le monde, parce que c'est pas comme ça que ça va faire forcément évoluer les choses. Donc c'est quelqu'un de toute façon dont l'œuvre et les thématiques qui lui sont chères vont se retrouver un petit peu partout où ils veulent, mais Prez a quelque chose un petit peu c'est les débuts. En fait, oui. C'est vraiment les débuts, donc il y a énormément de choses, c'est une œuvre assez riche, et même si c'est vrai qu'on sent quelles sont ses positions, quelles sont ses idées, je pense que c'est quand même un bouquin qui appelle plus à la réflexion, c'est pas forcément que du prosélytisme, parce qu'il y a... Tout à fait, voilà. c'est ce que j'allais dire, ouais. En fait, même si on se considère comme un pragmatique qui voit les problèmes mais qui ne pense pas qu'il y ait une solution miracle ou utopique, la BD non plus, comme je disais, la BD reste, où tu parlais du débat sur les armes à feu, c'est évoqué dans le bouquin, il n'y a pas de solution miracle. Et justement, la BD te montre que c'est un débat qui est presque irrésolvable aux États-Unis, de la même façon, comme je le disais justement, que tu peux pas non plus juste t'abroger des milliardaires ou des grandes fortunes, elles resteront là, même si tu veux imaginer Revenu universel et compagnie, elles resteront là, et quelque part, ce que dit Mark Russell, c'est qu'il faut plutôt essayer de travailler avec eux pour trouver des solutions, plus que les combattre ou les brûler, etc. Donc c'est pas un bouquin d'extrême gauche ou pour le fantasme mélanchoniste de renversons et coupons la tête tout puissant, tu vois. Là, c'est plus un côté, il y a des problèmes, et ils sont listés de manière très nombreuse, très, très, très bien illustrés aussi, on a oublié de le dire, c'est très joli. Ouais. En plus, c'est un dessin qui est assez mignon, assez chatoyant. C'est un peu presque cartoon, donc c'est Ben Caldwell qui dessine ça. Il a un trait assez léger, je dirais, et justement, je pense que le fait d'avoir une illustration qui est pas trop réaliste permet aussi d'avoir un tout petit peu de recul sur des choses qui sont présentées qui sont un peu graves. Il y a aussi plein de concepts un petit peu rigolos, et le fait d'avoir des dessins, tu vois, t'as une scène principale, mais t'as plein de choses qui se passent aussi en arrière-plan ou à côté. Moi, je l'avais mis sur Medium, et ça m'évoque vachement en fait Don Rosa dans La jeunesse de Picsou, qui faisait plein de mini-scènes dans l'arrière-plan. Donc il y a vraiment cette façon rigolote de narrer les choses, et puis il y a vraiment des concepts qui sont ultra marrants.
alors que le sujet n'est pas marrant. Par exemple, l'ours de fin de vie, qui a d'ailleurs été traduit en ours euthanasique, voilà, Ouais, alors ce qui est du coup un contresens en fait, puisque bah ouais, c'est pas un ours qui est là pour euthanasie forcément, c'est un ours qui est là pour t'accompagner c'est sur ça, ta fin et de vie, quoi. voilà, qui va voir donc les malades en phase terminale de cancer, par exemple, à Pour l'hôpital, et qui proposer fait de la bonjour, beuh et c'est voilà. ça, je suis l'ours de fin de vie, est-ce que tu veux un pétard pour t'aider? Et, euh, et donc voilà, en soi le sujet n'est pas forcément rigolo, mais il y a quelque chose de mignon, quelque chose un petit peu décalé qui permet d'accompagner aussi le lecteur à présenter des sujets difficiles. Et je pense qu'avec un dessin plus réaliste, ce serait pas du tout le même ressenti que l'on pourrait avoir sur cette bande dessinée. Tout à fait. Bon, alors après, tu disais effectivement que c'est riche, c'est même, je trouve, extrêmement riche par rapport à tout ce que ça évoque, parfois vraiment au détour d'une case. Tu vois, je vous parlais tout à l'heure du côté il faut payer pour être libéré des publicités ou etc. Ça, c'est un truc qui n'intervient que dans 2 cases, grosso modo, mais c'est placé. Et il y a plein de trucs comme ça, des petits détails, et c'est vraiment une sorte de frise, pardon, de fresque de. Ce qu'il faudrait surtout pas encourager pour que le monde aille un peu mieux. Et quelque part, c'est effectivement très actuel, et je pense que ça le sera encore plus si ce qui se passe en novembre, on verra bien, etc. Mais même le rapport aux réseaux sociaux, les débats politiques qui justement sont jugés en direct par les réseaux sociaux qui mettent des pouces en l'air ou des pouces en bas, la façon dont les fake news politiques sont arrivés sur le terrain, dont on peut Ouais, instrumentaliser et captiver un auditoire en racontant des conneries, grosso modo. Enfin, c'est vraiment... bah, t'as ces magnifiques débats télévisés où t'as toujours le camp un petit peu, on va dire, conservateur qui utilise une rhétorique, mais par l'absurde, où vraiment à un moment ils essaient en fait de faire passer une loi pour protéger les porcs des agresseurs sexuels. Ouais, c'est ça. Et t'as quelqu'un qui dit oui, mais ça va être la porte ouverte à plein de dérives. Et du coup, l'autre lui répond, mais du coup, vous êtes pour les agresseurs de porcs, Voilà. en fait, c'est ça. Et là, tu vois, il y a quelques semaines, on dit aux gens la 5G pourrait servir à vous surveiller. On leur répond, vous êtes des amis, tu vois. Il y a vraiment un truc vraiment hyper pertinent. Et quelque part, tu vois, on parlait de Mark Russell qui effectivement est un transfuge au départ. C'est pas un mec qui faisait de la BD, c'est un mec qui écrivait. Mais c'est devenu quelque part un auteur qui compte aujourd'hui. Il a fait plein de Bah, bandes il a été dessinées. nommé aux Eisner plusieurs Tout fois. à fait, D'ailleurs, il y ouais. a même des titres à lui qui ont gagné aux Eisner. Voilà, il est chez Ahoy, il est chez Dynamite pour Red Sonja. Enfin, il a fait vraiment beaucoup de trucs. Et il a aussi, du coup, comme tu dis, dispersé ses idées, comme par exemple sur les auteurs et la censure dans Snagglepuss. Euh, Moi, je pense que c'est vraiment une réussite. C'est fascinant que ce soit un premier bouquin, en fait. C'est fascinant que ce soit une première BD. Alors, tu vois justement qu'il y a aussi des maladresses, notamment en termes de rythme. Moi, je trouve que ça devrait aller plus vite par moment et moins vite à l'autre moment. Ouais, et l'autre point faible qu'on peut dire, c'est que parfois, justement, à force de mettre trop d'idées, t'en oublies peut-être un peu d'avoir le sens de la narration. C'est-à-dire que parfois, Ouais. c'est peut-être juste un inventaire et que t'oublies un petit peu Ça, ouais, de raconter une histoire. Ça, il l'a jamais vraiment corrigé. Si vous lisez par exemple Billionaire Island, on en reparlera bientôt parce que ça s'est terminé récemment en VO. Et je pense que c'est un peu la fin qu'il aurait peut-être aimé faire pour Mr. Smiley et tous les autres. Ça reste hyper chargé, hyper dense, hyper fouillis et tout, mais ce que j'allais dire en fait, c'est presque du dessin de presse. Tu vois, justement, Ouais, il y a un c'est pas humour mal, ouais. satiriste qui est pas un humour. Vous voyez, si par exemple cette BD avait été faite par un mec comme Garth Ennis ou comme Moore, etc., il aurait fait un truc plus froid, plus glacial, plus ténébreux, etc. Là, ça reste quand même assez ludique parce que justement, c'est de la parodie en fait, et c'est pas c'est un constat d'alerte, mais qui est traité quand même avec assez de légèreté. C'est-à-dire que là, on te montre des trucs assez durs quand même. Mais comme tu dis, il y a le dessin, il y a le rythme, il y a les blagues qui font que. Il y a aussi un truc qui est fascinant, c'est par exemple l'interdiction de filmer les scènes de violence policière. C'est-à-dire qu'il y a un débat du présent, qu'il a anticipé entre guillemets. Donc vraiment. Après, c'est peut-être des thématiques qui étaient déjà présentes aussi Oui, évidemment. et Non, mais qu'on évidemment. retrouve exacerbées. Mais c'est vrai que le fait que Urban ne le sorte que maintenant permet d'avoir en fait cette nouvelle lecture qu'on n'aurait peut-être pas eu s'il l'avait sorti Tout à directement en fait. 2017. C'est pour ça que pour nous, on considère que c'est une lecture vraiment importante. Et que vous soyez de gauche ou non, hein, très honnêtement, moi à l'époque, j'étais pas par exemple engagé sur certains terrains comme je le suis aujourd'hui parce que les rencontres et la vie ont fait que. Et très honnêtement, enfin, je le relis avec plaisir aujourd'hui. Ça reste de la très bonne BD. Quelque part, c'est vraiment horrible justement de se dire qu'une BD qui pourrait être considérée comme un truc d'utilité publique est perdue pour que Red Hood and the Outlaws continue chez DC, tu vois. Il faut bien le dire quand même, tu vois, surtout depuis qu'on a appris sur Scott Lobdell typiquement. Mais après, il faut se dire aussi que ça a permis à Russell d'exister dans le monde de la BD aux États-Unis, que maintenant c'est un auteur qui compte, qu'on ne muselle plus. Même si quelque part c'est aussi rigolo de penser à Second Coming, qui pour l'anecdote était une BD qui avait été dénoncée par Fox News, je crois. Et, alors c'était des groupuscules. Alors voilà, parce que le concept de Second Coming qui arrivera chez Delcourt plus tard, c'est grosso modo c'est Jésus qui est renvoyé sur Terre
Terre pour apprendre en fait à être vraiment Jésus auprès du super-héros local, de leur Superman local, Ouais. puisque Dieu lui fait bon mais toi t'es allé sur Terre, bah, ils t'ont crucifié, t'es mort, donc maintenant regarde lui par contre là avec sa cape il l'idolâtre C'est et ça. tout ça, donc vas-y, qu'est-ce que tu peux faire auprès de lui. Et le twist un petit peu c'est que bah, en fait même Superman va apprendre en fait à résoudre aussi les problèmes par rapport à ce qu'on va dire entre guillemets les bons enseignements de la religion, c'est-à-dire que bah, on peut pas régler tous les problèmes du monde avec de la super force et des yeux laser, mais que aussi bah, tout ce qui est discours de compassion, d'aide et d'amour au prochain, je veux dire voilà, Superman peut aussi apprendre quelque chose de Jésus, donc c'est vraiment quelque chose qui devait être publié chez Vertigo. Voilà. Sauf que quand le pitch a été annoncé qu'il y aurait une représentation de Jésus Blasphème. voilà, donc des groupuscules intégristes américains ont dénoncé la chose. Il y a Fox News qui en a fait un scandale, et Vertigo en fait Alors, le problème c'est que du coup Vertigo demandait de plus en plus à Marc Russell de faire des concessions sur le titre. À la fin ils se sont mis d'accord sur le fait que ça sortirait pas chez Vertigo parce qu'il y avait trop de choses à faire. Faut dire que dès les premières pages en fait on voit Adam et Ève qui mangent les fruits qui sont sous forme de caquettes et de foufounes. Donc bien entendu ça, les Américains, la sexualité, tout ça, il y a toujours... C'est amusant de se dire qu'il a été entre guillemets rattrapé par la réalité, justement, que dans le vrai monde, même lui qui est un auteur entre guillemets qui devrait avoir pas le droit, puisqu'on doit laisser aux satiristes, aux caricaturistes le droit de faire leur travail, même lui a été entre guillemets victime, comme dirait Marlène Schiappa, du christianisme politique. Et c'est pas bien de... non, c'est gratuit, mais j'aime pas ça. Bref, là du coup on en vient au truc. Quelque part, il faudrait en fait une suite. Et Ouais. moi, j'aimerais bien maintenant qu'il a une assise et que quelque part le copyright a priori ne lui appartient pas, mais il peut trouver une façon de détourner. Bah, c'est pour ça que je te dis de qu'il le le fait. Il l'a fait un petit peu avec Wonder Twins sur certaines thématiques. Il le fait avec Billionaire Island chez Ahoy Comics. Je pense que la suite de presse n'existera pas. Je pense qu'il y a aucune façon, d'autant plus avec la nouvelle direction de DC, Ah oui, non, là, que ce soit abordé. Voilà, faut aussi dire que Prez, clairement, c'est un album qui ne pourrait pas sortir aujourd'hui chez DC par rapport à leur nouvelle façon de procéder. Je pense que c'est beaucoup trop. Évidemment. Et pourtant, ce qui est assez rigolo, c'est que certes, c'est engagé, mais j'ai envie de dire, c'est pas non plus un brûlot, Non, un c'est ce qu'on a pamphlet dit, ouais. incroyable, tu vois. Ça reste assez, on va dire, certains pourraient dire démago, tu vois. C'est assez, je sais pas, tu vois, c'est pas non plus. C'est pas le truc qui te fait waouh, so deep, j'y avais jamais pensé. C'est des choses assez simples en soi. Malgré tout, l'état du monde étant ce qu'il est aujourd'hui, la politique de DC Comics étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est quelque chose qui certainement serait trop, entre guillemets, problématique pour un éditeur par rapport à une partie de son lectorat pour que ce soit publié aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, on a peut-être oublié de le préciser, c'est que c'est arrivé dans une période où DC cherchait à se réinventer en capturant de nouveaux lecteurs. Avec des personnages plus variés, mais aussi des styles, parce que c'est pas juste une question de diversité, etc. C'est vraiment une diversité de style en l'occurrence. Ouais. C'est là qu'est arrivé aussi la Black Canary de Brandon Fletcher et Amy Wu, qui d'ailleurs a été édité en VF aussi, on en reparlera. Pas aujourd'hui, on en reparlera un autre jour. Et il y avait justement cette espèce d'envie de BD plus indé, avec un style justement qui évoquait peut-être plus le travail d'Image Comics ou d'autres éditeurs justement qui étaient plus libres de ton, de graphisme et compagnie. Et cette initiative-là a enterré d'autres projets, pas juste Presse, parce que ça n'a pas marché dans les ventes. Après, il y a eu le Rebirth qui était vraiment le retour aux sources, le retour à du super-héros un petit peu plus classique qui a connu un grand succès parce qu'il y a aussi des réalités, et ça, ce sera aussi le sujet d'autres émissions d'autres sujets plus tard par rapport à la réalité de qu'est-ce que c'est les gens qui vont dans les comic shops et du coup comment aller chercher l'autre lectorat avec des BD qui font moins comics justement. Et Presse fait partie clairement de ces expérimentations que même alors là chez Urban tu vois ça sort dans leur format, ça ne dénote pas de leur fabrication habituelle, mais clairement Presse c'est quelque chose que tu pourrais mettre sous un autre format, présenté différemment pour essayer justement d'attirer les lecteurs de comics, enfin les autres lecteurs que ceux vraiment purs et durs de comics pour aller vers lui. Et de la même façon que c'est un titre qui, je pense, aura peut-être des difficultés à trouver un lectorat dans des gens qui sont habitués vraiment aux super-héros. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Stricto, en fait, c'est très honnêtement, merci. Très honnêtement, excusez-nous. Très honnêtement, moi, je pense que évidemment, après le lectorat français entre guillemets aime les super-héros et c'est ce qui vend le mieux en comics. Mais il faut aussi donner sa chance, c'est ce qu'on dit depuis des années, même avant nous, d'autres gens l'ont dit. La BD indépendante, ou entre guillemets, ce qu'on considère comme de la BD au-delà même du côté comics, en fait, de la bande dessinée. C'est-à-dire que quand on est en France, on ne lit pas que du Astérix, on ne lit pas que du Tintin. Ouais. De la même manière, quand on va chez Urban, il ne faut pas s'attendre à lire que du Batman ou du Superman. Urban, c'est du très bon travail pour importer les œuvres d'Image Comics. Ça, il faut considérer que ça s'adresserait justement
à des gens qui peut-être aiment une BD comme Sex Criminals, pour le côté un peu absurde, ou peut-être comme les œuvres de Brian K. Vaughan pour le côté un peu politique, comme The Private Eye par exemple, mais en plus rigolo. Moi, je vous conseillerais vraiment de vous y essayer, de le feuilleter un peu, de voir si ça vous parle en fait, simplement si justement peut-être que par rapport à l'actualité, on a quand même vécu une année assez compliquée qui, je pense, doit soulever des débats au sein des foyers comme dans la politique elle-même. Pour moi, c'est vraiment un travail d'utilité publique. Ça fait partie de ces œuvres qui font que justement c'était pas forcément mieux avant, qu'il y a encore des trucs à dire aujourd'hui sur l'état du monde du présent, et de vous intéresser à Mark Russell en général, puisque même quand il fait du mainstream, je pense notamment à Red Sonja, c'est très bien. C'est un mec qui est pas juste un satiriste et compagnie, il sait manier un scénario, il sait manier une intrigue, il sait bien s'entourer, et quelque part, ça fait partie des plumes qui, pour moi, sont intéressantes à suivre aujourd'hui. Donc je vous conseille vraiment de la lire, et je pense que Arnaud vous en dira le même quantité de bien. Et là, on a fait une sélection quasiment sans super-héros, mais justement, c'est pour aussi peut-être ouvrir le côté les comics ne sont pas que des aventures de mecs en slip qui tabassent d'autres mecs en slip musclés et moins musclés. Alors il y a de fortes chances que si vous nous écoutiez depuis longtemps, vous êtes déjà convaincu par cet argumentaire, mais comme on le disait dans notre épisode 0, Back Issues, c'est aussi un format qui a vocation à être écouté à peu près n'importe quand. C'est juste une sélection de bouquins dont on a envie de vous parler, et on vous dit, généralement on vous dira que c'est bien parce qu'on va faire une sélection en amont, mais parfois il y aura peut-être des trucs où ce sera moins bien, mais on aura aussi vocation à en discuter, d'expliquer pourquoi on a moins aimé. Voilà, nos avis restent des avis. L'idée, de toute façon, c'est toujours d'être curieux. Donc, on vous fait une sélection, effectivement, pour ce premier numéro qui est majoritairement sans super slip. Et on va passer à la suite pour continuer justement dans cette idée avec un autre titre qui est publié chez un autre éditeur. Donc, Prez, c'est disponible en librairie, ça coûte 17,50 €. Et c'est très bien. Et on passe à un second titre qui est aussi très, 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 très bien, qui s'appelle Murder Falcon. Murder Falcon, publié chez Delcourt, c'est vendu au même prix, mais ça n'a rien à voir. C'est un titre de Daniel Warren Johnson. Alors, qui est Daniel Warren Johnson ? On vous renvoie à un podcast qu'on a fait sur l'auteur et artiste il y a quelques mois. Le lien sera dans la description. Et là, c'est sa dernière production en indé, avant qu'il fasse quelque chose d'autre. C'est un auteur qui avait fait Extremity, également publié chez Delcourt. Donc là, c'est chez Delcourt toujours, Murder Falcon, qui était publié chez Image Comics. De quoi ça parle ? Alors, tu veux présenter ou je peux présenter cette fois-ci, puisque tu avais présenté Prez. Pas de souci. Alors, grosso modo, de quoi ça parle ? Ça parle de Jack, qui est un ancien métalleux qui a arrêté de jouer avec son groupe pour des raisons très personnelles, et qui du jour au lendemain voit que la Terre est envahie par des gros monstres vraiment pas beaux, et au même instant surgit devant lui une sorte d'être humanoïde à tête de faucon, hyper fort en karaté, en kung-fu, qui a un bras robotique, qui s'appelle Murder Falcon, et il débarque et il lui fait Jake, j'ai besoin de toi, il faut que tu joues du métal parce que c'est ça qui va me donner de l'énergie pour affronter ces monstres. Et alors là, Jake est complètement décontenancé. Murder Falcon lui sort une guitare. Là, il fait un gros riff de bourrin et paf, ça fait des étincelles. Murder Falcon, il est plein d'énergie et il déboîte du kaiju, grosso modo. Donc ça, c'est le principe de départ. Et plus on va dans l'histoire, plus on va se rendre compte qu'effectivement, la Terre est menacée en fait par un grand méchant qui vient d'une autre dimension peuplée de monstres. Son but, c'est d'asservir l'humanité, de contrôler la Terre. Et il va devoir en fait reformer un groupe, et chacun des membres de son groupe va avoir droit à un instrument un petit peu légendaire. Et voilà, le fait de jouer du blast, des breakdowns et des gros riffs bien enragés va leur permettre d'avoir assez de puissance pour empêcher cette menace d'arriver. Et ce qui est important de dire aussi, je pense, et Corentin va ensuite embrayer dessus, c'est de dire que même si le pitch, quand tu le présentes comme ça, il est ultra fun, ça a l'air un petit peu barré, on se dit what the fuck, clairement, mais c'est quand même quelque chose dans lequel Daniel Warren Johnson met une histoire qui est beaucoup plus personnelle dedans. C'est un récit qui est pas là juste pour faire de la bagarre pour le fun, c'est hyper fun visuellement, mais c'est pas que ça. En vrai, c'est un récit qui te parle vraiment de combat intérieur, d'essayer de surmonter la dépression d'une part, mais surtout en fait des événements en fait terribles. C'est vraiment une envie d'aller de l'avant et de savoir en fait comment quelque chose de simple comme la musique peut en réalité t'aider à affronter les choses les plus difficiles que tu pourras vivre dans ta vie. Et l'amitié aussi, par extension, parce qu'un groupe de métal, c'est à plusieurs que ça se fait, donc il y a aussi un côté reconstruction d'une communauté qui se soutient et qui s'aime, etc. C'est vrai qu'effectivement, en t'écoutant faire le pitch,
J'ai pensé à des œuvres comme par exemple Joe l'aventure intérieure de Grant Morrison et Sean Murphy, qui est aussi édité en VF d'ailleurs. Donc Joe l'aventure intérieure, pour vous prendre une analogie assez rapide, c'est l'histoire d'un gamin qui fait une crise d'hypoglycémie et qui doit se rendre à la cuisine pour prendre son médicament, et sa crise lui génère des hallucinations où il s'imagine un monde à la Ready Player One où en fait ses jouets sont des créatures vivantes et il vit une aventure de fantasy totalement fictive dans un truc qui est assez réel et assez glaçant. Enfin, voir un gamin qui justement est peut-être en train de crever, etc. Là, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que le Murder Falcon en lui-même, c'est une allégorie. Le combat est une allégorie et la musique elle-même et les monstres qu'elle génère sont des allégories sur justement, comme tu le disais, un truc qui est vraiment très gris, très. Moi, je trouve ça un peu même déprimant. Enfin, très honnêtement, Très très dur. Enfin, voilà. personnellement, très 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 dur à relire. Tout à fait. Et donc Daniel Warren Johnson, pour le présenter là encore rapidement, c'est un type qui justement il faudra suivre dans les années à venir. Récemment, il s'est ouvert à un plus grand public avec Wonder Woman Dead Earth chez DC Comics. Dont on vous reparlera absolument en fin d'année. Voilà. Et on vous dira de l'acheter et de l'acheter 3 fois et de l'offrir à tout le monde, même à vos petits-enfants qui viennent de naître. Voilà. C'est peut-être pas pour les enfants quand même. Hein, tu rentres bien dans la vie avec ça. C'est vrai. C'est un type qui a vraiment un talent fou, notamment pour le dynamisme des bagarres, mais pas que, le dynamisme du dessin en général, qui avait fait Space Mullet, qui avait fait Extremity, comme tu disais, qui est un dessinateur vraiment hors pair, qui aime les gros monstres et la dépression, grosso modo, on va dire. Et moi, personnellement, j'étais un peu rentré dedans parce que, contrairement à toi ou à République qui fait le podcast avec nous, coucou Thibaut, je ne suis pas un fan de métal. Ça me parle pas trop comme genre de musique. J'ai été au Hellfest comme tout le monde, mais voilà. Et en fait, c'est très dispensable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté cool, un peu Spinal Tap au début, parce que le look de Jake est particulier, il y a vraiment ces riffs endiablés, et cette énergie dans le dessin qui est le Murder Falcon lui-même, qui du coup, comme tu dis, devient plus fort quand Jake joue mieux, entre guillemets. Donc c'est assez génial, c'est assez ludique, c'est assez kiffant, ça fait vraiment un film des années 90 avec un ami imaginaire. Il y a un côté un petit peu jeu vidéo aussi dans le fait de débloquer entre guillemets des armes supplémentaires, mais aussi d'avoir des nouveaux pouvoirs. Vraiment, c'est un jeu vidéo années 90, japonais à fond et tout. Et je suis vraiment perdu un petit peu dans cette histoire-là parce que je trouve ça vraiment... Il y a un sentiment d'écorché vif chez Warren Johnson qui est vraiment toujours un peu à fleur de peau. C'est des histoires qui sont très moroses dans des contextes justement très ludiques, très cartoon et compagnie. Et du coup, moi, je le conseillerais pas forcément à tout le monde. Je pense qu'il faut quand même justement être un peu... soit avoir vécu ces moments-là dans sa vie, soit justement ne pas être trop triste en ce moment. Enfin, à mon avis, c'est pas une œuvre que tu lis quand t'es vraiment au fond du trou. Même s'il y a un optimisme qui se dégage de tout ça, on est d'accord. Une forme d'apaisement en fait. C'est quand même un récit qui appelle à juste à essayer de surpasser ses difficultés, et à essayer d'être serein avec les difficultés de tous les jours. Et de ce que je crois comprendre, c'est quand même quelque chose qui est lié par rapport à quelque chose un contexte familial par rapport à ce qui est son frère. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça tu sens qu'il a un petit peu voulu expier vraiment quelque chose qui était au plus profond de lui dans cette histoire. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens seront amenés à vivre de toute façon, et il y a cette universalité en fait qui fait que ça dépasse le cadre du simple super faucon qui déboîte des monstres. Ouais, même si ce truc-là c'est quand même l'accroche principale et c'est très bien fait, tu vois, je veux dire, les combats. Parce que c'est un truc qu'on a déjà dit, mais c'est un cheval brut au dessin. Ouais, oui, non, c'est magnifique. C'est le chara design est incroyable. Là, la composition, c'est parce que c'est un vrai metteur en scène, tout simplement. Et puis il y a une générosité qui est dans les planches qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il remplit tous les espaces, tu vois, et pas avec du vide. Tu peux passer vraiment des minutes entières à regarder une planche, essayer de décortiquer ce qu'il a voulu mettre, vraiment la façon dont ouais, je sais pas comment tu fais pour être aussi généreux, et ça doit prendre non, mais parce que ça prend du temps de dessiner. On le sait avec tous les artistes qu'on a rencontrés, dessiner ça prend du temps, c'est difficile, c'est un vrai travail, et tu peux comprendre que parfois des artistes sur des fonds notamment ont pas trop envie de se casser la tête parce que ça leur a déjà, parce qu'il faut tenir un rythme de publication aussi, c'est une équation qui intègre tout ça, et tu te dis mais comment est-ce qu'il fait pour tout faire lui-même sauf les couleurs donc qui sont faites par Mike Spicer, et donc voilà, le dessin c'est déjà un attrait, mais ce que je disais, c'est un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on te vend un concept un peu rigolo, barré, explosif, et en fait tu le sens pas forcément venir, et paf, on te met une histoire qui est beaucoup plus universaliste, quelque chose qui est beaucoup plus intime et qui te permet même limite de te rapprocher de l'expérience vécue par l'auteur, et c'est fort de réussir à faire ça. Tout à fait, ouais. Du coup moi je le conseillerais peut-être à la limite à ceux qui
par exemple, je sais pas, on aimait Sucker Punch, tu vois, qui est un peu le même délire de côté une histoire très grise qui fantasme une action un peu jeu vidéo et compagnie dans ta gueule pour des grosses scènes d'action. Alors évidemment, il y a moins d'un mini-jupe, on va dire, évidemment, et puis il n'y a pas forcément d'ablation du cerveau à la fin, mais vraiment, ouais. Puis le travail de Warren Johnson en général, on vous a conseillé Mark Russell, on va vous conseiller Warren Johnson, parce que c'est un des mecs qui, comme tu le dis, pour moi, c'est un des meilleurs dessinateurs du moment. Alors évidemment, c'est très particulier, c'est pas du Jim Lee, c'est pas du Marc Silvestri. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs sur le dessin que beaucoup de gens auront peut-être le plus de difficultés à adhérer. Alors que justement, je trouve que c'est peut-être plus universel que le style comics en général, qui, on le sait, plaît moins en Europe, où on n'a pas l'habitude de ces muscles saillants, etc. Là, c'est vraiment un truc qui est à la croisée entre... Enfin, on sait que c'est un fan de franco-belge aussi, tu vois, qui fait aussi un peu manga dans justement ce côté monstrueux, enfin, tu sais, les grosses bestioles, le Murder Falcon qui fait très... Ça pourrait être un vilain de Tortue Ninja, tu vois, limite, enfin, ou un allié de Tortue Ninja, le Murder Falcon lui-même, qui est génial d'ailleurs. Moi, j'aimerais un beat'em all avec le Murder Falcon et Jamie ça marcherait de ouf, tu vois, qui met son métal extraordinaire. En shading, tu sais, avec la patte un peu artistique de Daniel Warren Johnson, mais ça serait... Et du coup, voilà, vraiment, on va dire que pour je pense que c'est vraiment pour les gosses des années 90 qui justement ont grandi avec Tortue Ninja, avec Mighty Mice from Mars, avec les Power Rangers et compagnie, qui peut-être justement sont des métalleux comme toi ou Thibaut, et qui peut-être justement ont peut-être un peu de mal à traverser la trentaine avec ces événements qui arrivent dans nos vies, etc. C'est à la fois un chocolat chaud pour justement voir qu'il y a un espoir possible à la fin, et en même temps, c'est une balade qui est vraiment très, très émouvante. Donc je vous avoue, moi vraiment, en fait, je trouve ça vraiment... c'est comme Space Mullet. Tu vois, Space Mullet, en plus le style est bleu dans Space Mullet, donc c'est particulièrement froid comme univers. Donc Space Mullet à découvrir en VF chez Akileos. Voilà. Mais il y a vraiment des moments où je trouve ça vraiment... Enfin, je me suis un peu fait violence pour la terminer. Il y a vraiment des moments où je trouve ça vraiment brutal, quoi, au niveau de espèce de juxtaposition entre des bagarres de monstres avec de la guitare comme dans Scott Pilgrim, et à côté de ça, un truc qui vraiment... C'est un film d'auteur français, tu vois. Enfin, j'exagère un peu peut-être, mais... Et voilà, en tout cas, il faut vraiment s'y mettre parce que c'est une lecture qui vous marque. Ouais. Et l'œuvre de Warren Johnson en général, moi, me marque depuis que je l'ai découvert. Très bien, on passe à la suite avec au solo de le troisième album. Ouais, alors c'est vrai que parfois il y aura vous verrez qu'en fonction, puisque Corentin et moi n'avons pas tout le temps les mêmes lectures, bien que nous soyons même si on est censé être deux versants d'une même personne, mais non, nous ne lisons pas tout le temps la même chose. Et on passe un petit peu du côté de Bliss Édition, qui est donc l'éditeur en français de Valiant Comics. Et c'est vrai qu'il y a quelques albums qui sont sortis cet été, dont un que j'ai vraiment envie de conseiller pour ceux qui aiment l'action et les ninjas. Puisque... non, mais c'est vrai. Si vous aimez les shurikens et la bagarre, exactement. C'est maintenant les frérots. Il y a un des personnages de l'univers de Valiant Comics, donc Valiant, grosso modo, c'est le troisième plus grand univers partagé qui existe dans les comics après DC Marvel. C'est un univers qui, à l'inverse des Big Two, n'est pas vraiment composé de super-héros en tant que tel, c'est-à-dire souvent c'est plus en fait des espions, des militaires, des soldats à qui il arrive quelque chose qui les dote de super capacités, mais qui n'ont jamais eu comme vocation vraiment de faire le bien. C'est simplement des gens qui se retrouvent un peu forcés par le destin à accomplir leurs actes. Il y a une super-héroïne vraiment qui s'appelle Face, dont on vous reparlera aussi un jour, qui est vraiment un peu la seule réelle super-héroïne parce que c'est une personne qui a baigné dans la pop culture et qui du coup est inspirée par les comics et tout ça, et qui veut faire le bien. Mais voilà, les autres personnages, c'est Bloodshot, c'est un militaire qui a été complètement trafiqué par des corporations industrielles, militaro-industrielles. Ixo Manowar, c'est un guerrier viking qui a été transporté dans l'espace et qui est tombé sur une armure qui lui a permis de sauver son peuple et qui doit après se réadapter à la société moderne. Et on a Ninjak. Alors Ninjak, qui est-ce ? Ninjak, c'est un ninja, un super ninja espion ultra fort employé par le MI6 pour accomplir diverses missions dans les quatre coins du monde. Il est beaucoup trop fort et il est mortel. il a un pur design. Et en fait, ce qui s'est passé avec Valiant, ces 2 dernières années, c'est qu'il y a eu vraiment une forme de développement de la mythologie de Ninjak, où en fait le cas a été transformé. Quand tu l'écris, ça pourrait être Ninjak ou Ninjaka. Et en fait, il y a une maxi-série en 12 numéros qui s'appelle Ninjaka par Christos Gage, qui est sortie, je crois, l'année dernière chez Bliss, qui exposait vraiment en fait l'historique donc du héros, qui a été en fait, qui n'est que alors je sais pas la combienième lettre de l'alphabet c'est le cas, mais qui du coup n'est que le 12e par exemple, ninja d'un programme de super ninja qui avait été fomenté par le MI6. Comme les weapons chez Marvel. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc t'as Ninja A, Ninja B, Ninja C et tout ça. Et Killers, donc qui vient de sortir, c'est une mini-série qui s'intéresse donc à plusieurs de ces ressortissants du programme Ninja, donc de Ninja F à Ninja J.
Donc, ils sont tous contactés par le Jonin, Ronin, je sais pas comment on appelle ça. Ça s'écrit avec un J, donc je sais pas comment Ronin? Ouais, enfin c'est leur maître, leur maître ninja, grosso modo. Bah, Ronin, ouais, enfin, je sais pas. Ouais, mais ça s'écrit avec un J, donc je sais pas s'il faut. Pour moi, Jonin? ouais, le Jonin, mais ça me paraît Jonin. vachement bizarre comme Ah, terme. peut-être Junin, comme dans Naruto, je sais pas. Ouais. Voilà. Non, non, c'est ça. Et en fait, qui leur confie à tous une mission qui est de retrouver un artefact mystique. Donc ça, c'est un petit peu un prétexte, sauf qu'ils sont tous sur la même mission. Le Jonin leur propose tous la même chose, c'est-à-dire vraiment de pouvoir exaucer leur soul plus profond. Et bah, vu que c'est tous des super espions ultra entraînés, enfin, et des assassins, bah, ils vont soit s'allier, soit se faire des risques, une risque, on appelle ça? Une joute? Une joute, Ouais, une une joute. risque. Enfin, ils vont se battre, quoi. Un Ils vont jeu faire, de- ils vont faire la bagarre. Ok, c'est Battle Royale en fait. Une rixe, voilà, pas une risque. Une rixe. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ah oui, ben J'y voilà. étais pas du tout. Parfois, mon vocabulaire m'échappe. Et non, donc c'est en fait, mais c'est un vrai pan de développement de la mythologie de Ninjak. Donc il n'y a pas Ninjak dedans. C'est ça qui est aussi que je trouve cool, c'est qu'on s'intéresse à ces autres personnages qu'on avait pu apercevoir avant ou justement qu'on découvre. C'est hyper rythmé, il y a beaucoup d'action. Vu que c'est Valiant, ce qui est bien aussi, c'est que c'est plus libre un peu sur la tonalité graphique, c'est-à-dire que voilà, c'est des assassins ninja, donc ils tuent des gens, donc c'est graphique aussi. Il y a une certaine dose de violence, donc c'est bien pour ceux qui aiment un peu l'action décomplexée. C'est écrit par Bill Claymore et c'est dessiné par Fernando Danino. Et Danino, il est vraiment assez doué dans cet exercice. Donc c'est vraiment très propre au dessin. Et sans vous voilà, c'est une mini-série en 5 numéros. Si vous aimez l'univers Ninjax, clairement, je dirais c'est un indispensable pour bien être au fait de cette continuité parce que vous verrez que c'est un récit entre guillemets prétexte à développer quelque chose de nouveau, un nouvel élément qui aura ensuite son importance dans la suite des publications, sachant que Ninjak doit revenir chez Valiant en VO prochainement. Alors, bien entendu, le souci, c'est que Bliss, enfin pas Bliss, mais enfin Bliss aussi un petit peu, mais Valiant surtout a été énormément touché par la crise sanitaire de 2020. Donc il y a beaucoup de publications qui ont été mises en retard, donc le relaunch de Ninjak n'arrivera pas tout de suite. Donc c'est les éléments qui sont présentés dans cet album, j'imagine que ce sera pas avant un an qu'on pourra voir leur implantation dans l'univers Valiant. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment fait plaisir avec cet album, et je sais que toi tu connais pas trop l'univers Valiant, mais depuis le rachat de DMG, le départ de Warren Dinesh. Simons, de Dinesh, il y a eu un moment de flottement. Il y a vraiment eu un moment de flottement dans les publications. On se disait bon, ils font des récits autour de personnages, c'est pour raconter une histoire, c'est sympathique. Mais tu n'avais plus ce sentiment d'évolution d'un univers partagé. Et là, depuis quelques titres, tu vois ce retour qui est en train de se faire. Ça s'est fait un petit peu avec La Reine oubliée, qui a amené aussi un élément important dans la mythologie plutôt du guerrier éternel ou des frères Anipalat, c'est Archer et Armstrong. Enfin, avec plus, c'est Archer. Non, c'est Armstrong, je ne me rappelle plus. Lequel des deux Le gros, c'est Archer, est un immortel. C'est Archer le gros? Je crois. Non, je me rappelle plus. Oh, quelle honte. Oui, Mr. Archer, il l'appelle, je crois. C'est le petit blond, c'est Armstrong. Ouais, peut-être. Je Bon, t'avoue que là, écoute, tu me demandes ça, moi je suis pas expert. C'est vrai, hein. ça Moi, va. par Non, contre, mais Moody, c'est moi et qui ai un trou de mémoire sur mon univers Valiant. Enfin bref, avec les frères immortels. Donc voilà, la mini-série était pas ouf, par contre, parce que c'était pas ultra bien dessiné, l'histoire était pas forcément prenante. Là, par contre, c'est vraiment un peu la même optique, c'est-à-dire que on essaie d'ajouter un nouvel élément à une mythologie déjà présente. On étend les perspectives, et donc c'est un groupe de personnages qu'on vous fait découvrir et que vous aurez hâte de retrouver par la suite. Donc vraiment, oui. Et non, je voulais juste dire, là, c'est la nouvelle série Ninja, c'est celle avec Javier Pulido. Ouais. Voilà, donc très bon dessinateur, moi je pense. Hein. C'est un peu un Chris Samney Golden Age qui a fait du She-Hulk avec Charles Soule, donc en tout cas je lirai cette série, Arnaud. On pourrait en parler tous les deux si tu veux. Ouais, bah carrément. Bah, je te conseille de toute façon de refaire tous les ninjas qui sont sortis chez Bliss. Donc il y a un premier run de 5 tomes de Matt Kindt. Matt Kindt, un auteur extraordinaire, incontournable et qui était vraiment l'un des architectes du Valiant, du renouveau Valiant depuis 2012 et qui a contribué à faire que beaucoup de titres Valiant étaient toujours nommés aux Eisner Awards pendant plusieurs années consécutives. Ensuite, il y a eu cette maxi-série de Christos Gage qui est là pour vraiment développer ce programme Ninja A, Ninja B, Ninja C. Et donc là, on a vraiment cet appendice, cet addendum, j'ai envie de dire. Le Ninja A, du coup, il s'appelle Ninja. Bah ouais, alors ouais, on pourra. Parce que Ninja, tu vois, du coup, c'est. Oui, c'est sûr que c'est. Ninja H, Ninja F. Oui, c'est pour ça. Ninja voilà. Avec un H, du coup, il l'appelle juste Ninja. Ninja, ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr, on peut se moquer sur la prononciation. C'est très très drôle, Corentin. Merci. Mais donc voilà, c'est
c'est sorti aussi, c'est disponible donc pour 17,50, c'est un peu le prix de base, j'ai envie de dire, des comics dont on va parler aujourd'hui. Et on vous encourage à aller jeter un œil à cet univers Valiant si vous ne le connaissez pas. Et c'est prévu de vous faire de toute façon d'autres émissions pour vous parler plus particulièrement de cet univers qui regorge de petites pépites. On passe à la suite et on va du côté de Panini Comics, Corentin, mais pas pour vous parler de super-héros Marvel, puisqu'on vous avait dit qu'on ferait une émission presque sans super-héros. Il n'en aura qu'un. Il n'en aura qu'un, forcément. S'il ne doit y en avoir qu'un, ça va pas être compliqué de savoir de qui on va parler. Mais Die, donc une série de Stephanie Hans et Kieron Gillen. Alors Kieron Gillen à l'écriture, Stephanie Hans au dessin, qui est donc dans la gamme 1D de Panini. C'est un titre qui est sorti chez Image Comics. Et j'ai envie de dire, cette fois-ci, c'est à toi de présenter la chose. Ouais, alors pour vous présenter la chose, Kieron Gillen, grosso modo, on va dire quand il parlait avec, je crois que c'était Jamie McKelvey avec qui il en discutait, où il parlait du dessin animé Donjons et Dragons des années 90. Vous avez, ou 80-90, vous avez une vidéo, vous avez plein de vidéos sur internet si vous savez pas ce que c'est, mais grosso modo, il y a eu un dessin animé Donjons et Dragons dans lequel des enfants, des joueurs a priori des rôlistes, se retrouvent enfermés dans le monde de Donjons et Dragons et vivent une aventure un petit peu comme les gosses de Jumanji. Et la question qui se posait, c'était mais une fois qu'ils sont revenus à la vie normale, qu'est-ce qui leur arrive à ces gamins, tu vois? Et c'est effectivement la réflexion que Kieron Gillen va développer dans Die. Donc pour vous résumer la chose, c'est donc des gamins qui jouent à des jeux de rôle traditionnels, donc des RPG avec des fiches de personnages, etc., dans les univers avec un MG le maître du jeu qui leur crée des scénarios, etc. Donc on en avait déjà parlé d'ailleurs au dernier podcast, c'est un univers qui a tendance à se développer en ce moment, et Gillen c'est un fan de ces machins-là, c'est aussi un fan de Warhammer, enfin c'est une vraie goule ce mec. Il a eu envie de faire un peu son Jumanji. Donc des gamins jouent à une partie, se retrouvent enfermés dans le jeu Die, ils en ressortent mais laissent un de leurs camarades derrière eux. Et ensuite, 25 ans se passent, voilà. Et ils sont rappelés dans cet univers, alors qu'ils ont tous la quarantaine et qu'ils ont essayé de passer à autre chose. Là, c'est un petit peu le côté ça de Stephen King. Tout en étant un petit peu hanté par le traumatisme d'avoir perdu l'un de leurs camarades dans le jeu. Exactement, dont une qui a perdu aussi un bras en s'évadant, bref. Donc ils vont y retourner, évidemment ils ont vécu tous des vies différentes, et ça va être un petit peu comme pour Murder Falcon, l'occasion de faire une sorte de point de bilan de la quarantaine, ou de la trentaine bien tassée. Pour ces gens qui du coup n'ont pas forcément tous vécu l'existence qu'ils auraient aimé vivre, de retrouver un peu leurs souvenirs d'enfance, un univers qui est très riche, très dense, qui passe par différents styles, parce que c'est pas juste de la fantasy, et de retrouver leur vieux copain qui entre-temps est devenu le maître du jeu, puisqu'il a vécu quand même lui ses 25 ans enfermé dans la partie du jeu, et comme c'est un joueur, il a entre guillemets renversé le boss final et est devenu le boss final. Donc c'est Stéphanie Hans, tu le dis au dessin, et je pense que c'est vraiment important de commencer par là parce que c'est très beau. C'est un univers peint en numérique. Tout à fait, qui fait très concept art en fait. C'est vraiment un univers de concept art où vous pouvez imaginer presque que c'est un storyboard pour un film qui n'a jamais vu le jour ou un jeu vidéo qui n'a jamais vu le jour. Cela dit, c'est un comic book qui a un très fort potentiel d'adaptation aussi. Oui, ça, je pense que clairement il y a des gens qui seraient intéressés. Après ça coûte cher par contre à faire. Il y a aussi d'ailleurs un côté Sucker Punch, non pas pour que Zack Snyder n'adopte pas ce podcast, mais il y a aussi un côté, comme je le disais, c'est pas juste un univers de fantasy. Et Gillen disait qu'il avait envie de faire un petit peu comme Planetary de Warren Ellis et John Cassaday, de prendre une équipe de héros principaux et d'explorer différents genres de fiction en serpentant un petit peu. Donc vous avez du steampunk, vous avez de l'art déco, vous avez un petit côté Première Guerre mondiale aussi avec les elfes qui mènent une guerre contre les dragons, etc. Et vous avez donc ce groupe de héros qui va un petit peu circuler dans l'univers. Alors au départ ils vont être un peu réticents, ils vont dire on n'a plus l'âge pour ces conneries. Et puis comme dans un bon Jumanji justement, ils vont finalement jouer le jeu et faire face à leurs problèmes du monde réel dans une simulation séquentielle ludique. Ouais, c'est ça, c'est qu'il arrive à transformer vraiment les choses très personnelles des personnages et à les adapter à la sauce jeu de rôle dans cet univers fantasmé. Avec plein de clins d'œil un peu nerdy, on va dire, justement sur comment marche vraiment un jeu de rôle, comment justement le MG est là pour plier un peu les règles avec le fameux ta gueule c'est magique, etc. Et comment en fait la réalité dans ce monde-là a finalement assez peu de prise, comment justement ils vont interagir avec des NPC, enfin des personnages secondaires de l'univers, plein de références justement pour ceux qui, je sais pas, aiment bien Albuck ou ont l'habitude de jouer à des jeux de rôle papier. Alors moi, comme on en parlait justement avant ce podcast, je suis vraiment pas un fan de fantasy, je l'ai déjà expliqué dans plein de podcasts, et c'est clairement pas un univers commun qui me parle du tout. Par contre, j'aime vraiment justement cette espèce de mise en abîme, comme pour Murder Falcon, de problème que se pose un quarantenaire justement qui a grandi avec ces jeux-là et qui interroge un petit peu son rapport à l'enfance à travers ça.
C'est-à-dire quand ils étaient enfants, ils jouaient à ces jeux-là de manière tout à fait décomplexée. Innocente, ouais. Maintenant qu'ils sont adultes, ils voient justement que ça reste un divertissement qui peut être fini, enfin comment dirais-je, cadenassé. Mais en même temps, ils retrouvent aussi leur âme d'enfant justement en partant à l'aventure, en recréant leur groupe, etc. Donc c'est vraiment très bien écrit. Là encore, c'est très déprimé. C'est clairement pas une lecture. C'est de la dark fantasy. Hein, pour Voilà, le coup, tout à fait. Oui, oui, c'est peut-être. J'y connais rien, mais il y a peut-être aussi un petit peu un côté Dark Souls dans l'univers un peu étouffant. Oui. C'est-à-dire que les dragons, par exemple, c'est pas des dragons sympas de Donjons et Dragons de dessin animé. Là, c'est vraiment des monstres. On dirait qu'ils sont métalliques, qui sont faits de lave et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Pareil, quand tu vois les elfes dans leurs tranchées, c'est pas trop les elfes. C'est pas les elfes du Seigneur des Anneaux. C'est ça, voilà. C'est pas Galadriel. C'est pas Elrond qui joue de la harpe pendant que sa chérie lui met une grappe de raisin dans la bouche, quoi. Non, c'est un univers. Après, en même temps, tu peux le justifier par le fait que ce soit un univers qui ait continué de se développer pendant 25 ans avec un gamin qui a été abandonné dedans. Donc voilà, tu peux dire. Qui est un peu torturé, le gamin, quoi. Mais il y a aussi un truc qui est marrant par rapport justement à tout ce qui est. Je pense par exemple à The One de Rick Veitch, tout ce côté en fait, par exemple les orques sont pas un peuple dans cet univers-là, mais un petit peu comme Lucifer, c'est des créatures qui ont été corrompues en fait. Et grosso modo quand tu meurs ou tu passes du côté obscur de la force, tu deviens un orc, un fallen, enfin en anglais ça se dit a fallen, mais c'est assez intéressant parce que du coup c'est une perspective qui renverse justement tout le côté l'alignement moral qu'il peut y avoir dans un RPG. Dans un RPG, vous voyez, vous êtes bon, loyal bon, chaotique neutre, etc. Là en l'occurrence ça donne justement une existence concrète dans ce truc-là, l'alignement moral. Les monstres eux-mêmes sont pas forcément là où on les attend. Et en tout cas, ce premier volume, moi personnellement, m'a assez séduit, justement parce que je trouve que c'est un peu Jumanji pour les adultes. Quand on était petit, on avait le dessin animé de Jumanji, qui à mon sens était meilleur que le film Jumanji, parce que justement, ils allaient carrément dans le jeu, c'était assez monstrueux, il y avait des créatures, c'était un peu Lost, tu vois, à l'époque, même il y avait le scientifique qui faisait ses robots, etc. Enfin, c'était assez ténébreux pour un dessin animé pour enfants. Là, depuis la licence Jumanji est devenue un truc beaucoup plus grand public, avec The Rock qui fait des blagues, et cette actrice rousse qui joue Karen Gillan qui est en Poum Poum Short, tu vois. Là en l'occurrence on est vraiment plus dans un côté faire du Jumanji pour les mecs qui ont vraiment aimé le RPG à l'époque et qui quelque part ont justement des regrets par rapport à cette époque où ils étaient en bande de potes et tout. Il y a vraiment ce côté ça de Stephen King. Ouais. Ce côté on a perdu un petit peu cette innocence, on a perdu, bon après dans ça Stephen King a une part aux enfants de 13 ans donc c'est un peu différent, mais là en l'occurrence c'est vraiment c'est bien foutu. Gillen s'investit à fond. Très clairement, il y a une correspondance avec les lecteurs qu'il fait régulièrement et on voit qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Il se pose des vraies questions par rapport à un truc que République avait déjà évoqué aussi, le world building. C'est-à-dire comment imaginer un univers, comment ne pas se perdre dans juste créer un monde et l'expliquer, le présenter aux gens, mais comment rendre ça fluide, comment faire évoluer les personnages dans une narration qui soit dynamique et qui permette d'amener de nouveaux éléments de manière organique, fluide, voilà. Et là, vraiment, je trouve ça très bien fait. Même moi qui n'aime pas les univers de Dark Fantasy, ça m'a parlé. C'est-à-dire que c'est très beau, quoi. Vu que les personnages sont obligés de retourner dans cet univers, ça permet en fait de faire découvrir la chose au lectorat, sans non plus être dans une base explicative, mais vu qu'il y a un retour et qu'ils redécouvrent un petit peu ce qu'ils avaient oublié, en fait, c'est une bonne stratégie narrative pour se servir des personnages comme un peu comme des présentateurs d'un monde qui existe déjà. Ouais, et ça s'applique aussi parce que c'est un fan de ça, en fait. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on va encore le redire une fois sur le plan graphique. Alors, j'avais un petit peu des soucis notamment sur les premiers numéros, peut-être parfois avec les traits des visages qui semblaient pas forcément ultra expressif, un peu figé, et sur le côté monde moderne qui est joli mais sans plus. Par contre, dès qu'on passe dans le monde de fantasy, voilà, faudra avoir des vidéos sur sa façon de dessiner et de peindre numérique. Mais ouais, il y a des planches qui sont vraiment dingues. Mais même dans le premier numéro, je sais qu'il y a une scène de pluie où d'un coup ça passe vraiment. Il y a quelque chose de surréaliste en fait à représenter quelque chose de très normal. Et c'est vraiment il y a un charme qui se dégage de ces planches qui est vraiment, vraiment dingue. Moi je pense que c'est vraiment, parce que là depuis tout à l'heure on conseille un petit peu justement aux gens, mais je pense si vous êtes justement cette catégorie de lecteurs qui aiment par exemple le travail d'Alexis Briclot, ou justement ces espèces de... Franchement, moi je pense à John Howe, tu vois, clairement. Ouais, mais enfin, comment dire, c'est pas de la fantaisie à la Frazetta. Tu vois, c'est pas du Conan, c'est même pas séquentiel en fait, quelque part. C'est vraiment... pour moi, c'est du concept art, mais bien fait, et qui arrive à être justement séquentiel dans la façon dont la narration progresse, etc. Par contre, il faut aussi dire que si vous n'aimez pas le numérique, c'est pas pour vous. Ouais. Parce que vraiment, il y a les décors très chargés en rouge, notamment, avec des espèces d'effets d'ombre et de lumière. Un peu quelque part à la Bilal moderne avec le bleu, tu vois, c'est parfois assez chargé, et à un autre moment ça va être une case qui va être vide avec juste un personnage en gros plan et derrière un effet de lumière très puissant qui va attaquer dessus. Donc c'est vraiment en tout cas une BD qui est assez rare graphiquement,
C'est-à-dire que c'est un Ouais. truc que tu vois pas partout, quoi. Et par un mec qui sait ce qu'il fait. Je pense que ce serait intéressant de comparer, par exemple, à ce qu'il va faire avec Warhammer, sur comment il arrive à mettre du méta, enfin du méta-jeu en fait dans un scénario. Mm. Et voilà, pour les mecs comme moi qui aiment Jumanji ou qui aiment ces espèces de mise en abîme un petit peu comme les films Lego aussi, tu vois, c'est vraiment un travail très intéressant qui là encore parle de sujets réels, d'humanité assez profonde et de côté le spleen un peu de la vie vu par le prisme d'un truc très fantasmagorique. Et l'avantage ultime, on va dire, sur cette sortie, c'est qu'il y a un prix de lancement. Oui, ça c'est vrai Panini a que décidé de faire un prix de pour le lancement. prix ça vaut carrément le coup. Donc pour cet album qui sera à 10 euros pendant encore 2 ou 3 mois. Donc c'est une très bonne chose de la part d'un éditeur souvent critiqué pour sa tarification. Faut savoir que sinon, je crois qu'après ce sera 22 euros vu que c'est 184 pages. Donc c'est un peu au-dessus des autres prix qu'on a listés. Le deuxième arrivera assez rapidement aussi et sera à 20 balles, je crois. Mais c'est une série qui est finie, c'est-à-dire que ce sera 3 ou 4 albums en tout. Je crois que c'est 4. Donc c'est pas non plus, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas devoir t'investir pendant 5 ans. C'est aussi l'avantage d'avoir, alors moi je regrette toujours un petit peu, notamment en indé, qu'on ait de moins en moins de séries à long terme. Mais là, ça veut dire le bon côté des choses, c'est que on sait qu'on s'investit pour une certaine durée, donc un certain montant aussi. Et comme tu le dis, la rareté, je veux dire, le fait que ce soit assez rare d'avoir ce genre de production. Mais je pense que c'est un titre qui mérite aussi d'être soutenu. Et justement, oui. Mais non, je voulais juste dire qu'effectivement, franchement, à 10 euros, vous prenez pas un gros risque à l'acheter pour juste voir si ça vous Ouais. plaît. Ou pire, si vous avez un pote rôliste justement dans votre entourage ou un mec qui est vraiment fan de fantasy, etc. En vrai, offrez-le, tu vois, ça peut être un super cadeau, moi je trouve. C'est aussi de l'album qui permet aussi de vraiment de montrer ce qu'on essaie de tout le temps de dire, c'est de dire ouais en fait ok c'est du comics mais regarde ça Ouais, carrément. c'est pas du comics, c'est pas ce que toi tu t'imagines dans la représentation du comics. Il y a vraiment quelque chose d'assez différent, donc c'est bien d'avoir de toute façon cette diversité de l'offre, même pour une partie du marché qui fait que 10% sur toute la production en France, mais voilà ça a le mérite vraiment d'exister, donc on est très content que ce soit en France. Et justement, comme je parlais de séries qui sont finies en quelques tomes, il y en a une autre qui arrive un peu à son deuxième tiers, qui s'appelle Skyward, qui est disponible chez iComics. Donc c'est un titre de Joe Henderson, qui est accessoirement le showrunner de la série, de l'horrible série Lucifer. Oh là, t'as des problèmes toi. Hein. Ouais, c'est clair. Non, alors de c'est une des séries les plus regardées sur Netflix. Ouais, non, mais elle est ultra populaire. Par contre, par rapport en termes d'adaptation, c'est une très bonne série sûrement, mais c'est une très mauvaise adaptation puisqu'elle ne prend juste un élément des comics qu'elle est censée adapter pour en faire une série sur 6 saisons. Mais l'acteur est hyper charismatique, ça j'ai toujours dit. Mon père aime bien Lucifer. Voilà. Et c'est une série qui a le mérite d'avoir plu à énormément de monde. Et je pense que parmi tous les gens qui regardent, il y en a vraiment une minorité qui doivent capter vraiment que c'est adapté de comics, mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Je ne suis pas ultra fan de Joe Henderson, le showrunner. Par contre, j'aime beaucoup Joe Henderson, le scénariste de Skyward, et surtout parce que le dessin est fait par Lee Garbett, qui avait aussi dessiné du Lucifer de mémoire ou quelque chose en rapport avec Sandman. Et pour le coup, c'est déjà hyper joli. On va reprendre aussi là-dessus. C'est très très beau. Alors Skyward, de quoi ça parle ? C'est une série Image Comics qui a été aussi nommée aux Eisner Awards. Le concept, c'est du jour au lendemain, la gravité disparaît. Et voilà. Et donc on suit Willa qui est le jour G. En fait, le jour G, c'est le jour où la gravité a disparu. En fait, elle était toute petite. C'était un bébé, et donc elle a appris à vivre dans ce monde où tout le monde est en apesanteur. Et de la même façon que Gillen, en fait, Anderson va faire un peu de world building pour présenter en fait qu'est-ce que ça change concrètement. Et en même temps, Willa va avoir un objectif qui est de se rendre dans la ville où son père lui a dit d'aller pour essayer de rétablir la gravité. Sauf que on se situe donc, Willa elle est jeune adulte, donc elle a grandi dans ce monde-là, et le monde a réussi grâce à certaines personnes, un peu à anticiper ou du moins à réagir à la perte de gravité. Donc il y a quand même toute une nouvelle économie qui s'est faite, toute une nouvelle façon de fonctionner. Donc c'est assez intéressant de voir, notamment par rapport à comment notre société fonctionne, de voir comment en fait les puissants ont réussi à s'adapter ou pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait est que quand la gravité disparaît, si tu sautes trop haut, tu t'envoles et tu disparais. Enfin du coup tu retombes plus sur Terre. Et d'ailleurs dans le premier tome il y avait une image qui était absolument glaçante, où en fait la Terre, vu que le jour G en fait personne n'a été prévenu, il y a plein de gens en fait qui se sont envolés pour plus jamais retomber, et t'as une ceinture pas une ceinture d'astéroïdes. Aussi d'astéroïdes, mais avec des humains, quoi. Mais c'est ça, avec des débris de voitures et des corps. Et enfin, l'image est ultra glaçante. D'un coup, J'ai une question. Oui. Comment ils mangent ?
Comment ils mangent? Parce que tu sais, si la nourriture se balade dans Bah l'air, du coup alors pour tout ce qui est liquide vraiment ils les aspirent avec des pailles, c'est des bulles vraiment Ouais. qu'ils aspirent. Bon la nourriture comme dans justement. Tintin, quoi. Comme dans Tintin. Ouais c'est ça. Le Capitaine Et Haddock, la nourriture par contre en fait ils ont réussi à développer des fermes et des plantations où ils ont réussi en fait à recréer de la gravité localement et c'est pour ça qu'ils arrivent encore Ok, à les faire bouger. Et en fait donc le premier tome c'était vraiment un tome pour montrer qui est un peu le grand méchant qui est justement grosso modo un capitaliste qui a développé une technologie qui permet avec des bottes magnétiques qui te permet de rester sur Terre. Donc en fait dans la ville, en fait, t'as les hauts quartiers qui sont devenus les toits des immeubles, tout ça, où c'est devenu hyper dangereux, en fait, où c'est là où sont les pauvres. Et à l'inverse, ben, tout en bas, c'est là où les puissants sont, puisqu'ils ont réussi à développer une technologie qui leur permet de rester sur Terre. Donc en fait, ils vivent parce qu'ils refusent de reconnaître qu'il n'y a plus de gravité. Et donc, ils sont un peu dans leur bulle à vivre comme dans l'ancien monde. Sauf que voilà, un coup de taser, tu déclipses tes bottes et paf, tu peux t'envoler. Donc ça, c'était vraiment le but du premier tome, c'était un peu de présenter tout ça. Et donc, dans ce deuxième tome, Willa quitte la ville justement pour en rejoindre une autre. Sauf que vu que avec les événements qui sont passés, elle est recherchée. Le train dans lequel elle embarque s'arrête au milieu du trajet. Il y a une forêt. Et alors tu te dis, certes, la forêt c'est cool parce qu'il y a plein d'arbres, donc il y a plein de ponts où tu peux te raccrocher si jamais tu t'envoles. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Il y a une faune sauvage. Et dans les forêts, on trouve quoi notamment, Corentin? Des loups. Non. Alors le titre, je vais te Des donner un arbres. indice. Le titre s'appelle Là où naissent les libellules. Des libellules. Bah, surtout Voilà des ce qu'on insectes, trouve. des insectes de façon générale. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'à de nombreux égards, en fait. C'est pas que je devine libellule dans une forêt. Non, insectes en fait. Ah bon, ok. Voilà. D'accord. Parce que en fait, Anderson a fait quelque chose de vachement bien dans ce monde sans gravité, c'est que tu vois qu'il a fait des recherches sur certains concepts juste de physique, et notamment par rapport aux insectes. Donc les insectes, c'est des êtres vivants qui n'ont pas un endosquelette comme nous, mais un exosquelette. Et en fait, si les insectes sont limités par la taille aujourd'hui, c'est parce que, en fait, vu que toute la structure extérieure comprend l'intégralité des organes et de tout ça, en fait, tu peux pas, t'es limité par ton poids. Parce qu'en fait, si les insectes étaient géants, ils n'auraient pas une structure qui puisse soutenir tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ils s'effondreraient sur eux-mêmes. C'est-à-dire que le corps des insectes serait trop lourd pour les pattes, pourrait pas les supporter. C'est pour ça que les insectes sont petits, en fait, sont limités en taille. Merci, Jamie. Voilà. Non, mais c'est un truc qui est vraiment fascinant. C'est pour ça que des araignées géantes, en fait, ça ne peut pas exister parce que le corps serait trop lourd pour les pattes qui ne pourraient pas supporter la chose. En revanche, dans un monde sans gravité, il n'y a plus ça. Et du coup, en fait, c'est une façon assez logique de se dire, les insectes, en plus, avec leur taux de reproduction qui est hyper rapide, ce serait certainement les espèces qui arriveraient le plus rapidement à s'adapter. Et du coup, dans cette forêt, les insectes sont devenus géants. Donc, on n'en dit pas plus. C'est vraiment un peu un petit peu le point de cette nouvelle aventure, puisque Joe Henderson va vraiment développer une société aussi qui a réussi à s'adapter dans ce monde plus sauvage. Mais pareil, c'est un mélange d'aventure un peu optimiste, parce que Willa, c'est une héroïne qui est très très forte, qui a de la gueule, qui se laisse pas faire, qui est très déterminée, qui arrive vraiment. Enfin, c'est vraiment une personne vraiment hyper attachante. Et alors, je sais pas comment Anderson écrit ses personnages dans le reste de son œuvre ou dans Lucifer, puisque je ne regarde pas la série. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui fait que tu sens que c'est pas forcé non plus dans la façon, dans la caractérisation. Il y a quelque chose d'assez naturel dans le parcours de l'héroïne, dans sa façon de fonctionner. Et ce qui est vachement bien avec Skyward aussi, c'est que c'est un récit où, t'as beau avoir des méchants ou des gentils, grosso modo, il y a des nuances de gris. Donc tout le monde n'est pas forcément, c'est pas blanc ou noir de façon systématique. Chacun a ses problématiques, ses enjeux, ses envies, ce qui fait que l'intrigue a quand même des ressorts de finesse qui rendent tout le propos bien plus intéressant que ce qu'elle pourrait être avec juste les roues riches c'est des méchants et les gens moins aisés c'est les gentils. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des araignées géantes quand même. Ah, je ne le dirai pas, il faut aller. Il y a des arachnophobes qui nous écoutent peut-être. Oui, non, alors non, je crois plus. Non, il y a pas. Enfin, il y a d'autres insectes qui font mal. D'accord. Par exemple, un scorpion. Non, mais faut penser plus simple. Hein. Tu sais qu'une mouche ou un moustique à taille gigantesque, ça devient un autre délire. Hein. Ouais. Donc ça devient un film de Quentin Dupieux du coup. Mais du coup, voilà, si vous avez peur des insectes, effectivement, je ne vous le conseillerais pas forcément. Mais malgré tout, ça reste une BD. Prenez un peu de recul et tout, c'est cool, c'est super beau. Par contre, Lee Garbett fait un travail qui est vraiment exceptionnel, je trouve, sur cette bande dessinée. Je sais pas comment le dire à part juste c'est beau, parce que voilà, je suis pas un expert dans l'analyse de l'art, mais il a vraiment une façon de représenter ses personnages dans un monde sans gravité. Enfin, tu vois vraiment qu'il plane, il arrive à faire ça de façon vraiment hyper organique. Tu crois à ce monde. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper important
quand tu fais du dessin, c'est de vraiment réussir à emmener tes lecteurs dans ce monde-là. Donc vraiment par rapport aux scènes d'action ou à la présentation de cet univers, il n'y a pas la suspension de crédulité, elle est respectée à chaque instant. T'as pas l'impression que c'est des personnages qui sont couchés de façon bizarre, mais t'as vraiment cette sensation de flottement qui transparaît. Et de façon plus générale, le dessin, enfin les personnages sont beaux. Donc voilà, Corentin. Nommé aux Eisner quand même. Non, mais Eisner, ouais. Ouais. Donc ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Et l'avantage aussi, c'est que voilà, c'est le deuxième tome sur 3. C'est une série qui maintenant est terminée. Donc c'est un investissement qui paye parce que tu as une bonne histoire, tu as quelque chose de très joli graphiquement. Et c'est l'occasion de rappeler que voilà, diversité des tons et des formes dans la bande dessinée indé américaine. C'est chez iComics, ça coûte 17,90 €. Ça vient tout juste de sortir à l'heure où on a sorti ce podcast. Et voilà, c'est le tome 2. Vous pouvez prendre le premier. Et il y aura le troisième l'année prochaine pour voilà, ce qui reste une très bonne découverte d'une Image Comics moderne. D'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai pas lu, donc Voilà, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Voilà, merci Corentin. Je le lirai parce que ma copine a le premier tome dédicacé par l'auteur. Donc voilà, c'est une bonne raison peut-être de le lire, sachant que du coup ça doit faire 1 an que c'est chez toi, et donc shame on you c'est de la ne Comic-Con, pas. C'est la Comic-Con, ça fait un an. c'est bien 1 an. C'est bien ce que je dis. Effectivement, Allez. j'avais pas calculé. Allez, ça va être la fin de ce podcast. On va faire le dernier bouquin, et donc le seul bouquin de super-héros qu'on chroniquera dans cette émission. Et pas vraiment, pourtant c'est vrai, pas vraiment non plus. On va parler de Batman. Oui. Parce que Batman, c'est notre héros préféré. Avec, alors voilà, en ce mois de septembre, il y a plein de super-héros qui sont sortis à la fois chez Panini et chez Urban. Mais on a décidé de se concentrer sur Batman, Créature de la Nuit, un récit de Kurt Busiek et John Paul Leon. Donc voilà, c'est sorti en récit complet dans le DC Black Label de Urban, ça coûte 19 balles. Et c'est un récit qui utilise Batman, mais qui n'est pas vraiment un récit de Batman. Tout à fait. Alors, pour ceux qui débarqueraient éventuellement et n'auraient pas conscience de qui est Kurt Busiek, c'est un des très grands auteurs de la génération 90, on va dire, qui est un mec du coup qui a écrit notamment une série qui s'appelle Astro City, et dont le twist en fait, c'est que c'est une série de super-héros qui se passe dans une ville, donc Astro City, peuplée de super-héros comme Metropolis ou Gotham City en un sens, mais quoi que ce soit plus lumineux, mais qui ne raconte pas directement l'histoire des super-héros, mais des gens normaux qui vivent dans cette ville. Et c'est un petit peu tout le but de sa carrière, c'est-à-dire que lui n'a jamais vraiment fait du super-héros directement. Alors il en fait. Voilà, ce soit arrivé une fois ou deux, mais il est surtout connu pour justement parler des à-côté, de l'humanité un petit peu dans un monde de surhommes, notamment la série Marvel. Oui. Voilà, où on suit donc un photographe Phil Sheldon, qui est un petit peu le Jack Kirby, on va dire, de cet univers-là, puisque c'est un mec qui va mettre en image la vie des héros Marvel et dont le destin évolue en parallèle de l'évolution des héros Marvel de Stan Lee et Kirby. Donc là, en l'occurrence, il avait fait aussi chez DC Comics une série qui s'appelle Superman Identité Secrète, avec Cameron Collie, je crois, ou non, Stuart Timonen. Stuart Timonen, merci. Donc qui est bien le personnage que tout le monde connaît, qui a été créé par je suis fatigué, Joe Shuster et Jerry Siegel. Mais dans cet univers-là, des parents vont avoir un gamin qui donc sont les parents Kent, qui vont avoir un gamin qu'ils vont appeler Clark parce qu'ils ont un humour débordant. Et il se trouve que ce gamin Clark Kent va grandir dans un monde où tout le monde va lui dire Clark Kent comme Superman, etc., et qui va finalement lui aussi à son tour avoir des pouvoirs et s'apercevoir qu'en fait sa vie est plus ou moins prédéterminée par l'existence de Superman avant lui. Batman, Créature de la Nuit, c'est la même chose, mais avec John Paul Leon. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez un gamin qui s'appelle Bruce Wainwright, et pas Bruce Wayne, qui va aussi se retrouver orphelin assez jeune, qui va aussi hériter d'une fortune, bon, pas aussi grande que celle de Bruce Wayne, puisqu'on reste à une échelle plus mesurée, mais qui va du coup devenir l'héritier d'un empire, on va dire, de la presse, qui va aller à un orphelinat, puis après en université, qui va ensuite grandir et qui un jour va s'apercevoir, comme pour Superman de Identité Secrète, que son destin est lié à Batman. Et lui, c'est un fan de comics Batman, typiquement. Voilà, c'est à la différence du Clark Kent qui en fait supportait pas l'humour de ses parents et qui en fait détestait le personnage de Superman à cause de toutes les brimades qu'on lui faisait, et qui va devoir en fait se dire merde, mais en fait je suis le personnage que je n'aime pas. Bruce Wainwright en fait adore Batman, il adore des comics, il est vraiment fan d'ailleurs. Il appelle son oncle Alfred, même s'il s'appelle pas vraiment Alfred, mais parce que en fait c'est les syllabes de son nom et de son prénom forment un Alfred. Et voilà, lui il va par contre subir le même
même sort, et sauf que il n'avait pas forcément envie. Voilà, on se dit toujours on aimerait tous être Batman, mais non, mais en fait être Batman, ça veut dire quand même voir ses deux parents se faire assassiner devant soi, donc c'est pas cool. Et justement, là, il est plein de colère, plein de haine, et vu qu'il est fan du personnage, il se dit si seulement Batman avait été là, il aurait empêché de faire ça, c'est vraiment trop injuste. Et il va s'apercevoir il a des visions où il voit une drôle de créature, et puis la créature de la nuit qui donne le titre au bouquin. Voilà, un Batman en fait qui se matérialise et qui curieusement en fait va par exemple alors on va être très laconique pour pas tout pour pas tout spoiler, mais qui va retrouver les gens qui sont responsables de la mort de ses parents, et qui va avoir des actions tout au long de sa vie qui vont faire qu'en fait il va être toujours sain et sauf. C'est un peu ce que veut faire cette créature. Mais alors cette créature, fruit de l'imagination ou pas, vrai monstre, parce qu'il y a une vraie incursion du fantastique dans le récit. Voilà, les réponses seront données dans l'ouvrage, mais pas forcément explicitement. Donc ça, on va se garder de Oui, le non, mais dire. je ne comptais pas divulguer quoi que ce soit, mais c'est là que c'est cool en fait, parce qu'on se dit justement, bon, il nous refait Identité secrète, c'est un peu paresseux, parce qu'en plus il le refait vraiment de la même façon. Je veux dire, c'est les mêmes référents entre comics et réalité, dans un monde de comics en plus. Même dans le découpage, de fait de mettre une planche de comics en ouverture de chapitre, il l'avait déjà Ouais, fait tout à avec fait. Identité Et puis secrète. effectivement, tous ces personnages qui gravitent autour de lui, qui évoquent du coup des personnages qu'on connaît déjà en BD. Mais là, parce que justement c'est Batman, il se plie au sujet de son personnage. C'est-à-dire que dans le premier, justement, c'était très lumineux. Enfin non, Identité secrète, c'était très lumineux. Il y avait effectivement un côté, ce Clark-là, qui était aussi bonhomme et attachant que le Clark original. Là, en l'occurrence, on a un personnage qui est aussi torturé et solitaire que le Bruce Wayne original, mais adapté à des codes du présent. C'est-à-dire, par exemple, il va peut-être plus picoler, il va peut-être plus être encore plus renfermé, encore plus de mauvaise humeur, etc. C'est un récit noir qui vire à la fois entre le policier et aussi juste l'horreur, puisque Tout à vraiment fait. t'as vraiment cette créature qui doit effrayer les criminels. En fait, ouais, c'est vraiment un rapport horrifique Oui, et puis sur le puis un personnage. rapport au double qui vraiment va dans une continuité de récit sur la psychanalyse de Batman en fait. Parce que qu'est-ce que Batman finalement? Il y a des gens qui considèrent que c'est juste un costume quand filme Bruce Wayne, des gens qui considèrent que c'est une obsession qu'a Bruce Wayne, d'autres gens qui considèrent que c'est un traumatisme, et parfois même que c'est une schizophrénie. Là, en l'occurrence, on pourrait vraiment rapprocher ce bouquin-là de Ego de Darwin Cook, une histoire courte dans laquelle Bruce Wayne parle à Batman, enfin à un Batman qui est donc un double monstrueux, et ils dialoguent tous les deux sur pourquoi l'un a besoin de l'autre, pourquoi il a créé ce double-là, etc. On pourrait aussi penser au travail de Frank Miller dans Dark Knight Returns, justement, où Batman est une voix dans la tête de Bruce Wayne qui lui dit tu étais faible, il faut que je revienne, il faut que je les batte, etc. Là, il y a vraiment ce côté-là avec une esthétique un petit peu à la Red Rain. C'est-à-dire que ce Batman-là, parce qu'il y a donc une créature de la nuit dans le truc, est vraiment un vampire. Il est monstrueux, il a les yeux rouges, il est très inspiré il a des pouvoirs, entre guillemets, du Batman enfin, de Kelly Jones. Exactement, Ouais. voilà, de Unseen aussi, avec les très longues oreilles, et c'est une ombre dans la nuit, c'est pas du tout un costume, etc. Donc on va pas dire nanana, mais grosso modo, c'est vraiment, comme tu dis, un truc qui flirte avec l'horreur, qui flirte avec même un côté un peu Hitchcockien, tu vois, Ouais. du côté le double, la créature justement qui va avec une vie de businessman un petit peu très américain. En plus, le récit ne se passe pas au présent, mais se passe à différentes strates du passé, et c'est vraiment c'est très Hitchcockien dans l'atmosphère, tu vois, justement du business, des amis, de l'entourage, mais aussi du héros solitaire un peu torturé. Cette perte de rapport à la réalité. Exactement, qui se ouais. dégage. Et enfin, c'est vraiment, je mâche pas mes mots, c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment, c'est un super bouquin. Quand je l'ai lu avec du retard pour vous faire un petit peu l'histoire éditoriale du projet. Bon, Kurt Busiek, déjà, c'est un homme qui a une santé très fragile parce il souffre d'un empoisonnement au mercure depuis des années, ce qui fait que ses projets sortent toujours en retard et qu'il est toujours très lent avant de se remettre dans une aventure, parce qu'il sait très bien il pourra peut-être pas la finir, entre guillemets. Ouais, c'est surtout que je crois que c'est une maladie qui en fait qui a des phases de haut et de bas en fait. Tout Donc à fait. quand il fait des rechutes, c'est là qu'il peut juste pas bosser. Donc là on le voit quand même revenir en force depuis quelques temps, parce qu'il fait pas mal de choses, notamment chez des anthologies chez Marvel, notamment sur l'univers Marvel. Il a annoncé le retour de Astro City aussi. Donc que de bonnes choses. Et voilà, ce qui est assez formidable avec le truc, c'est que Créature de la nuit, ça parle aussi de un peu comme Murder Falcon, et dans une autre avec un autre angle, mais vraiment de surmonter en fait des difficultés. C'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est que Batman naît en fait d'une colère, vraiment d'une colère d'un gamin, et que en fait il faut essayer d'accompagner en fait et de vivre avec, et pas juste de la projeter sur les autres. Et en fait, le truc, c'est que Busiek était malade depuis longtemps, mais John Paul Leon, en fait, était malade d'un cancer. Il a eu un cancer des poumons, effectivement. C'était des poumons ? Oui, je crois, effectivement. J'ai fait des recherches quand j'avais fait le tweet pour annoncer le truc sur Urban Comics en version noir et blanc, mais il me semble bien que c'était un cancer des poumons, donc vraiment deux auteurs qui en plus sont à la fois précieux, à la fois talentueux, mais à la fois très malades.
Et qui réussissent à surmonter aussi ce combat. Tout à fait. Et le numéro 4, du coup, est sorti relativement récemment, après quasiment 2 ans d'attente. Ouais. Parce que, en tout cas, 2 ans après le premier numéro, parce que c'est une mini en 4 qui a mis du coup très longtemps à cause de ça. De la même façon que pour Seeds ou quoi, c'est ces projets un peu précieux dont on se demande si on verra à la fin un jour. Quand elle est arrivée, moi vraiment, au-delà de la qualité du bouquin, parce que c'est vraiment un super bouquin, John Paul Leon, c'est un excellent dessinateur qui, je pense, si vous aimez par exemple Gary Brown ou si vous aimez le travail de Mazzucchelli sur Year One, c'est vraiment cet univers avec des traits très ancrés, très épais, c'est très noir, qui sont à la croisée des époques, à la fois entre le polar, comme tu disais, mais aussi dans un style très moderne dans les couleurs, notamment les couleurs violacées, ce ton bleu. C'est vraiment super joli à regarder. Feuilletez-le et regardez si c'est votre style, mais personnellement, je trouve ça plus joli que Identité secrète, dans un autre style, hein, évidemment. Et encore une fois, ça parle au code de Batman. C'est-à-dire qu'on parlait de Kelly Jones pour l'esthétique même de la créature, mais l'univers lui-même, pour moi, fait Mazzucchelli, fait Year One, fait justement la cité un peu sombre, à la fois un petit peu inspiré par le cinéma, comment dirais-je, le film noir, etc. C'est vraiment très joli, c'est vraiment magnifique à regarder. Et quand on sait justement ce que l'auteur a dû traverser pour finir ce putain de numéro, là, c'est encore plus grand parce qu'on dirait pas qu'il a sacrifié son style, tu vois. Quand on voit par exemple ce que Frank Miller a fait avec DK3, où on peut dire que c'est pas son plus beau travail au dessin, parce qu'on sait que justement lui aussi était très malade. Là, ce que John Paul Leon a réussi à faire en dépit de sa santé, c'est extraordinaire. Et pour le coup, voilà, moi je vous dirais vraiment... Et puis c'est un croisement vraiment de plein de trucs. On parlait de Darwin Cook, on parlait aussi, encore un auteur disparu. On parlait effectivement de Kelly Jones, mais on pourrait aussi parler de Scott Snyder, d'éléments qu'il a posés en début de son run de Batman. Il y a vraiment plein d'idées en fait qui viennent de petits bouts par-ci par-là et qui sont vraiment magnifiquement mis en scène. Pour moi, c'est vraiment un ajout important au mythe de Batman. Pas forcément parce que c'est le meilleur truc de Batman qui ait jamais été fait, mais parce que c'est un truc qui est fait de manière tellement différente et tellement unique, alors que ça évoque des idées qu'on a déjà vues à d'autres endroits de la bibliographie, que vraiment ça va compter. À mon sens, ça va compter. C'est un des trucs qui va compter dans la bibliographie de Batman récemment. C'est l'un des meilleurs récits de Batman, quoi que ce soit évidemment pas forcément à conseiller aux ceux qui aiment le Uber Batman et compagnie, parce que c'est pas du super-héros au sens strict, mais c'est l'un des meilleurs récits Batman de ces dernières années, de la même façon qu'on avait aussi, je suis désolé, après je te laisse, on avait aussi Dark Knight, True Batman Story de Paul Dini. Tu vois, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que c'est un Batman du trauma, c'est un Batman de la réalité, c'est un Batman qui interroge ce qu'est Batman, ce qu'est le symbole de Batman, l'histoire aussi de Batman quelque part éditoriale, comment il a pu évoluer, etc. Et pour moi vraiment c'est un chef-d'œuvre. Je mâche pas mes mots, si j'avais fait la critique il y aurait eu les 5 étoiles. Très honnêtement je trouve ça dingue que Boucher, qui justement est un mec qui a autant de bouteilles depuis qu'il est quand même là depuis des années, son Marvel's Epilogue est moins bien par exemple, mais qu'il arrive encore à sortir ça, alors qu'au final il se parodie lui-même, il fait exactement ce qu'il a fait avec Superman, tu vois, mais qu'il arrive à rendre ça aussi pertinent et aussi adapté au sujet, je trouve ça vraiment génial. Et bon après c'est le fan de Batman qui parle, tu vois, quelque part c'est pas beaucoup mieux ou moins bien que Prez ou Murder Falcon. C'est différent. C'est différent, mais c'est vraiment par contre un truc dans le mythe justement et dans le DC moderne où peut-être on verrouille un peu plus les idées, etc. Avoir réussi à faire ça, moi je trouve ça génial, et je vous le conseille justement si vous avez aimé Identité secrète ou Marvel. On sait que Marvel est ressorti récemment chez Panini, a peut-être pas réussi à trouver son public. Toute l'œuvre de Bouchier, qu'il faut vraiment s'y attaquer. C'est un auteur qui a vraiment un style unique. On sait par exemple que Grant Morrison c'est l'auteur du méta, tu vois, c'est l'auteur qui justement interroge l'histoire de la BD, etc. Bouchier c'est l'auteur du réel dans la fiction, de l'introspection des héros, voilà, qui te ramène justement des éléments qui pourraient vraiment être des biographies de vrais gens qui ont existé dans cet univers là. Et ça marche à fond, quoi. Moi je suis vraiment fan de ce mec, et le style de de Jean-Paul Léon, extraordinaire. Et encore une fois la performance de deux mecs qui sont justement décidément qui sont un peu au bout de leur vie et qui arrivent à sortir un truc pareil. Je trouve ça vraiment précieux et dingo, quoi. Donc on est vraiment très content qu'ils aient pu terminer ce travail, et surtout de savoir qu'ils ont réussi à combattre. En tout cas John Paul Leon avait dit qu'il avait réussi à surmonter la maladie, donc bien entendu c'est ce genre de maladie où les rechutes ne sont pas... les rechutes existent, donc on croise les doigts pour que ça ne lui arrive pas, mais en tout cas voilà, c'est sûr qu'il y a une dimension humaine dans la lecture du récit quand tu sais ce que les auteurs ont vécu en même temps. Après ça dépend de ton empathie, j'ai envie de dire, mais qui rajoute une force de plus en fait à la démonstration qui était faite, surtout quand c'est un bouquin qui te parle aussi de lutte intérieure. Donc voilà, un chef-d'œuvre aussi pour ma part, et ça me permet de conclure sur une petite surprise. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir l'annoncer dans ce premier numéro de Back Issues. Urban Comics a décidé de nous filer un coup de pouce, un coup de main. En tout cas, il se montre
vraiment très sympa avec nous et justement on vous propose avec ce podcast de gagner 3 exemplaires de Batman Créature de la Nuit. Alors comment faire pour participer? C'est très simple, il faut simplement, alors j'espère que voilà, c'est que les concours sur les réseaux sociaux de toute façon dépendent toujours d'un réseau social, donc on vous invite pas forcément à vous créer un compte Twitter spécialement pour ça, mais si vous êtes sur Twitter, tout simplement il faut partager le tweet, le premier tweet en fait du post de ce podcast, c'est-à-dire que ce sera marqué très certainement Breaking Podcast, Waouh. le premier Back Issues est là, avec en plus une surprise de @Urban Comics dedans, donc on vous invite vraiment à partager à fond ce post-là, et voilà, ça, de toute façon si vous l'avez fait avant même d'avoir écouté le podcast, cadeau, par définition vous êtes déjà dans le tirage au sort de cette émission, et donc on remercie Urban de nous Merci, faire Urban. ce petit partenariat. Oui. Juste, je voulais rajouter un tout petit truc que j'avais pas dit. Il y a la version NB qui est sortie qui est sortie quasiment en même temps. Après c'est chacun son style, chacun ses goûts. La colo c'est très subjectif. Moi je vous conseillerais plutôt la version colorisée parce que je trouve que le travail des couleurs est extraordinaire, et rendre mieux l'esthétique et l'atmosphère de Jean-Paul Léon. Mais après voilà, c'est chacun ses préférences. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fans des versions justement un peu arty, noir et blanc. C'était juste pour dire ça. Voilà, et donc pour être totalement transparent sur la démarche, c'est bien entendu parce qu'on a kiffé cette BD que Urban s'est proposé en fait de faire un concours avec nous. Ils nous ont pas demandé de parler de cette BD pour vous la faire gagner, juste pour que vous ne pensiez pas que je sais pas, c'est la fameuse corruption avec les valises et tout ça quoi. Enfin, mais Twitter en atteste, moi j'en avais dit du bien avant qu'on ait lancé. Oui, non, mais voilà, c'est juste pour être transparent avec tout le monde. En tout cas, voilà, on a l'intention de continuer de bosser en bonne intelligence avec les éditeurs que l'on connaît très bien depuis maintenant quelques années. Donc, parler de comics, c'est aussi pouvoir vous les faire découvrir. Donc, si on a le moyen aussi, avec le concours d'un éditeur, de vous faire découvrir des BD dont on parle, j'ai envie de dire que tout le monde sera gagnant parce que vous, de votre côté, vous serez 3 à lire une excellente BD. Sur ce, c'est la fin de ce premier numéro de Back Issues, qui était spécial VF. On a fait une bonne heure, donc voilà, c'est même 1h20 en fait. Voilà, 1h20. 1h20, effectivement. Piégé. Oui, tout à fait. On essaiera voilà, notre format, c'est vraiment 1h et demie max, mais on essaie vraiment aussi d'être plus concis, mais en même temps, voilà, quand c'est des BD qu'on aime vraiment, on a envie de vous en parler, de vous expliquer pourquoi c'est cool de les lire. On espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire des retours sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais aussi vous pouvez nous écrire @arnokiku, @babaduc sur Twitter. On répond, on est très disponible. Pour cela, il y a certains tipeurs déjà qui ont backé les contreparties pour pouvoir proposer des bouquins. Donc là aussi, vous pouvez nous écrire soit sur Twitter, sinon en fait directement sur la page Tipeee, vous pouvez m'envoyer un message sur la page. Donc vous pouvez mettre les bouquins, alors soit qui sont sortis, on reviendra dessus, soit qui arrivent, et si vous voulez déjà avoir un avis dessus, en fait, on peut aussi faire. Voilà, c'est assez libre en fait, c'est vraiment on est là pour vous aussi, on est là pour parler des comics qui vous intéressent également. Donc en tout cas, merci déjà d'avoir eu tous ces premiers retours. On vous encourage donc à partager le podcast partout où vous le pouvez, donc sur les réseaux, mais parlez-en autour de vous. Le but, c'est vraiment, c'est ce que je disais dans un précédent podcast, et tout le monde n'est peut-être pas au courant qu'on est revenu dans les sphères audio, et donc ça fait potentiellement encore plein de gens qui peuvent nous découvrir. Il y a sûrement plein de gens qui lisent des comics et qui ne se sont pas encore mis au podcast. Voilà, et effectivement, donc vous pouvez nous aider systématiquement avec la force du collectif et des partages, et bien entendu, nous sommes également sur Tipeee. À l'heure actuelle, on a plus de 100 aventuriers de First Print qui sont avec nous, et on les remercie très 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 chaleureusement. On a dépassé les 1000 € pour ce mois de septembre, donc c'est le premier palier sur 4. Ça fait hyper plaisir. Merci à tous. Donc, et à toutes. Ouais, c'est vraiment très très bien. La force du collectif prend petit à petit, donc il y a encore du chemin à parcourir pour aller jusqu'au sommet, mais voilà, on a nos chaussures de marche et les bâtons de... On a commencé à dessiner les plans pour la Kiku Tower, et c'est ça, bien, la fameuse. Le sous-sol est prêt déjà. Enfin bref, et donc voilà, continuez comme ça. On vous fait des bisous, et on vous dit à très 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 bientôt pour le prochain podcast. Salut.